Salut tout le monde, c'est QI Basket, bienvenue sur Five Live, la première émission de Five Live, premier épisode. On est avec deux invités, en tout cas un invité et un rédacteur de chez QI, un régulier qui reviendra très souvent, on l'espère. Hugo de Basket Catéchisme, comment vas-tu Hugo ? J'arrive pas à croire que t'aies gardé cette image pour mon avatar. J'ai pris ce qu'il y avait, on a été un petit peu dans la préparation, on a été un petit peu speed, donc j'ai pris ce qu'il y avait, mais elle te correspond très bien. Voilà. Elle me correspond très bien, c'est le mood toute l'année, donc pas de souci. Bah moi ça va, mais merci de l'invitation. Ça m'évite aussi de devoir réfléchir à un sujet pour cette semaine. On diffuse par proxy pour Basket Catéchisme, donc c'est cool. C'est parfait. Julien, comment vas-tu ? Salut, bah écoute, ça va nickel. Content d'être là pour cette première épisode, ce premier épisode là de cette nouvelle série. J'espère que ça va plaire à tout le monde. Julien, c'est la première fois pour toi en stream, il me semble, du coup. Ouais, parce que j'avais pas eu la possibilité de faire les previews, notamment celle des Wolves que j'aurais aimé faire, mais voilà, les créneaux étaient un peu compliqués, donc j'avais assisté à plusieurs d'entre elles, mais j'avais pas pu m'impliquer autrement que par le chat. Donc ouais, c'est la première fois sur le live. Ouais. Après, on a fait des podcasts déjà avec lui par le passé ou sur les comptes Wolves, mais en live Twitch QI, c'est la première fois. C'est parfait. En plus, c'est la première de beaucoup d'entre vous. Je vois, salut à Tinro, salut à Loïc WWE25. Bienvenue à vous dans le chat. N'hésitez pas à follow la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Par rapport à l'émission, peut-être commencer par expliquer un petit peu le concept, ce qu'on aimerait développer avec ces Five Live, comme on les a, appelé simplement, hein, on va dire sobrement. Donc l'idée des Five Live, c'est une émission qu'on aimerait bimensuelle, donc tous les 15 jours. Alors a priori on partirait sur le dimanche soir comme ça, comme un peu aujourd'hui, fin d'après-midi, alors pas forcément aussi tard, ça dépendra, on verra un petit peu à chaque fois selon les disponibilités aussi des intervenants. On aimerait inviter un petit peu de monde, donc on verra, ça pourra changer un petit peu. Néanmoins on aimerait, alors si on voit que effectivement ça pose problème à beaucoup de monde en termes de disponibilité le dimanche soir, on pourra peut-être éventuellement changer. On aimerait quand même que ça reste fixe, que ça bouge pas tout le temps, pour au moins avoir un rendez-vous un petit peu régulier, que tout le monde puisse venir et savoir que voilà, tous les dimanches, les 15 jours en tout cas, les dimanches, il y a potentiellement QI en live. Donc voilà, on verra un petit peu ce qu'il en est à ce niveau-là. Et quant au concept en lui-même, pour ceux qui ont vu sur Twitter, qui nous suivent sur Twitter, vous l'aurez peut-être déjà vu. L'idée, c'est de construire des 5 majeurs, de composer des 5 majeurs en fonction d'une thématique qui changera toutes les semaines et avec des contraintes, parce qu'on ne veut pas faire une liste de All-Star à chaque fois. L'idée, ça va être de réfléchir un petit peu à quel profil de joueurs spécialistes on veut, quels role-players peuvent être avantageux dans tel système, dans un autre, etc. L'idée, c'est de se dire que, en plus d'un aspect ludique, parce que c'est sympa de toujours de construire des 5 majeurs différents, choisir ses joueurs préférés, d'autres joueurs qu'on n'a pas l'habitude forcément, etc. Il y a un côté un petit peu cool. On se disait que l'idée, c'est aussi de pouvoir avoir quelque chose d'un petit peu pédagogique qui pourrait nous entraîner sur faire des profils de joueurs dont on parle pas forcément, qui sont très spécialistes, ou alors parler de concepts de jeu. Là, dans ce 5-là, tout pour l'offense, on va voir que le spacing va être a priori mis à l'honneur, et on va pouvoir un petit peu potentiellement aller plus loin dans ce concept-là, et plein de choses comme ça. Donc aujourd'hui, c'était le All Offensive 5, et je vois déjà que dans le chat, Cam commençait à gronder par rapport à ceux qui n'auraient pas lu les contraintes. Effectivement, All Offensive 5, l'idée c'est d'avoir un 5 optimisé pour l'attaque, comme si la défense n'existait pas. Donc on s'en fiche des joueurs qui potentiellement sont des problèmes du côté défensif du terrain, puisque là on est là que pour l'offense. Et on avait 3 contraintes des joueurs actuellement en activité, tout simplement. Et puis également 2 All-Stars maximum, dont un seul MVP, c'est-à-dire pas 2 All-Stars et un MVP, c'est 2 All-Stars dont un MVP et un seul MVP, ce qui nous évite des doublons absolument cheatés. Ce sera pour un autre 5 une autre fois. On a le Golden State 5 qui est le 5 cheaté, dans lequel on pourra mettre 2 MVP et un All-Star en plus, mais ce n'est pas le cas de ce 5.
ce soir. Messieurs, peut-être commencer par vous nous donner vos 5 respectifs. On a tous les 3 bien sûr créé notre propre 5. On va en parler, on va les décortiquer. Et ensuite on passera au bilan qu'on peut faire de tous les 5 majeurs qu'on a reçus sur Twitter, à peu près une quarantaine de 5 et des surprises. Et on pourra faire un bilan là-dessus. Est-ce que Julien, tu commencerais pas à nous présenter ton 5, sauf si tu veux laisser la place à quelqu'un d'autre? Qu'importe, je peux démarrer, ou Hugo si tu as envie. Non, vas-y. Je t'en prie Julien, du coup, tu es déjà à l'écran, donc c'est pour ça que je me permets de te... Eh ben nickel. Alors, écoutez, ouais, je suis parti, j'expliquerai un petit peu. Est-ce que j'explique dès maintenant en détail un petit peu la construction, ou uniquement les joueurs présents pour le moment? Peut-être les joueurs présents et les dynamiques entre eux que tu voulais instaurer, quoi. Ok. Donc je suis parti clairement, alors je développerai ça un petit peu ultérieurement sur notamment le choix du MVP et de son lieutenant entre guillemets. Je suis parti autour d'un axe 1-5 Trae Young et Nikola Jokic. Que j'ai voulu privilégier en ball handler, en primary et secondary ball handler, même si on est sur de très très gros porteurs de balles. J'y reviendrai aussi un petit peu plus dans le détail. Tout simplement parce qu'en termes de dynamique, sur pareil des stats sur lesquels on reviendra, mais des stats avancées et puis des profils, j'ai voulu vraiment axer sur le 1-5 et trouver après du role player un peu plus spécialisé sur les postes 2, 3, 4, qui pour moi était un petit peu plus facile à trouver, notamment dans un panier de joueurs non All-Star. Et donc je me suis tourné sur les postes 2, 3, 4 pour entourer Trae Young et Jokic, avec Buddy Hield sur le poste 2, Anthony Edwards sur le poste 3 et John Collins sur le poste 4. Donc aucun All-Star sur ces 3 postes-là, même si c'est vrai que le choix du cœur d'Edwards, que je détaillerai un peu plus tard aussi, on est sur un quasi niveau All-Star cette année. En tout cas, il fait partie de la discussion, même s'il n'est pas dans les favoris à juste titre. Donc voilà, c'est sur les sophomores, c'est vrai qu'on peut, sur les gros sophomores comme ça peut permettre de sélectionner des joueurs qui s'approchent du niveau All-Star, et donc d'aller s'amuser un petit peu sur ces profils-là. Voilà, donc en termes de dynamique, clairement, je pense qu'on va le retrouver dans pas mal de 5, que ce soit des internautes ou de vos 2-5. On va retrouver du ball handler très très fort, avec un gros passing game, éventuellement une capacité quand même à créer aussi son shoot. C'est ce qui va moi se produire avec Trae Young et Nikola Jokic, qui vont vraiment être les deux fers de lance de mon attaque, sur des postes complètement différents, et autour d'eux à la fois du shoot et à la fois de la capacité à couper vers le cercle, pardon. Ça semble assez évident, mais c'est pas si simple que ça à mettre en place avec les contraintes qu'on a données, à savoir le 2 All-Star dont un seul MVP. On a tout de suite envie d'aller chercher des profils, plein de profils différents. C'est vrai que basiquement, ma réflexion sans contrainte, c'était Curry sur le poste 1, KD sur le poste 3 et Jokic sur le poste 5. Effectivement. Donc ça, derrière, l'idée c'est d'aller chercher un petit peu, de choisir déjà lequel parmi les 3 MVP, pour moi en tout cas, ça a été ce cheminement-là, je souhaite conserver et sur lequel je base le reste. J'y reviendrai un petit peu plus en détail sur la prochaine partie. Et donc autour, qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on a besoin comme ingrédient, et évidemment du shoot clairement, mais aussi une capacité à aller à mettre la pression sur le cercle aussi. Voilà un petit peu la réflexion, la dynamique de ce 5 là. Donc c'est pour ça qu'on retrouve sur Edwards et Collins la capacité à prendre du shoot, à se le créer pour Edwards, à se mettre dans les corners un petit peu pour Collins. Et sur Buddy Hield, là on est vraiment beaucoup plus sur du catch and shooter, vraiment à l'extérieur. Possibilité de créer son shoot aussi à mi-distance éventuellement, mais on est vraiment l'objectif, c'est vraiment d'avoir un shooter extérieur qui a pas franchement besoin du ballon, quoi. Voilà un petit peu la dynamique. Très bien, et j'en profite pour soulever une très bonne question que Alingua a pu lancer dans le chat. Est-ce qu'on prend obligatoirement le niveau de cette saison, ou style on peut prendre la saison dernière sans abuser et aller 10 ans en arrière? Très bonne question Alingua, c'est vrai que je n'ai pas précisé tout à l'heure. Effectivement,
On s'était dit qu'on était un petit peu large sur le niveau, c'est-à-dire ne pas prendre le niveau actuel, notamment aussi pour pas privilégier les coups de chaud. Il y a certains joueurs qui sont peut-être aussi en sur-régime. On prend un niveau qui est sur les 2 dernières saisons à peu près, également pour pouvoir prendre des joueurs blessés et être dans un exercice un petit peu plus théorique. Est-ce que Hugo, tu veux nous expliquer un petit peu ton 5 à toi? Oui. D'ailleurs, je suis surpris d'avoir été le seul ayant pris Karl Anthony Towns en starter, puisque je vois la photo de profil de Julien. Et que bon, moi, tu sais que je suis pas forcément fan de ce joueur ni des Wolves, mais du coup, mon 5, c'est Darius Garland, Anthony Edwards, Duncan Robinson, LeBron James en 4, et du coup 4. Moi, plus que du spacing, en fait, je voulais avoir un 5 avec beaucoup de, comme l'a soulevé Julien, et du ball handling, de la pression vers le cercle et la capacité à ressortir la balle. Et pour moi, au vu des contraintes, le fait d'avoir un seul MVP et 2 All-Stars, même à 37, 38, je sais pas quel âge il a, LeBron James, même à son âge avancé, il n'y a pas mieux que lui encore dans la ligue. Et donc, c'était mon option numéro 1. Et la raison pour laquelle je n'ai pas pris Jokic, qui est absolument monstrueux, qui apporte tout ce que tu peux vouloir d'un point de vue offensif, c'est que Karl Anthony Towns n'est pas MVP, ne le sera jamais, donc c'était très bien pour ces questions d'éligibilité. Et pour moi, c'est plus facile de trouver un Jokic light qu'un LeBron James light, en fait. Du coup, c'est pourquoi ces deux-là étaient un peu les piliers de mon roster. Et ensuite, Anthony Edwards correspondait au dernier critère pour avoir ce joueur qui va assez fort, qui se projette fort vers le cercle et qui termine à gros pourcentage et qui reste pas dégueulasse dans les corners, ce qui va être important pour les phases où il ne sera pas balle en main. Et ensuite, Darius Garland, parce qu'il me fallait encore un peu de ball handling et de création à mi-distance sans être trop dégueulasse à 3 points. Et finalement, un joueur qui fasse le lien entre sur ce 5 majeur et qui puisse shooter à 3 points sans devoir porter la balle. Et qui de mieux que Duncan Robinson en prenant en compte les contraintes pour bouger sans ballon, pour être efficace à 3 points et pour ramener du mouvement sans avoir la balle en main. Très bien, moi ça me semble assez clair. Ça va, il y a quelques questions qui pourront être soulevées plus tard et quelques petites critiques hautes, mais vous verrez, on fera ça juste après. Moi, je vais pouvoir faire ma transition pour vous parler de mon 5 à moi. Bien sûr, fan de Denver, je ne pouvais pas ne pas construire mon 5 autour de Nikola Jokic. Nikola Jokic, bien sûr, j'ai pas besoin d'énumérer ses qualités, mais un scoreur qui peut tout faire, qui a un pivot qui sait driver au cercle et donc du coup profiter de n'importe quel mismatch et de pouvoir les provoquer. C'est aussi un hub offensif à la manière de certains héliocentres comme LeBron James, comme James Harden, comme Luka Doncic, comme Trae Young, mais à la différence de tous ces joueurs-là, ou peut-être LeBron est un petit peu à part aussi, mais à la différence de ces guards-là, en tout cas, il est capable de ne pas vampiriser la gonfle, et donc du coup, beaucoup de mouvements autour. Et moi, ça a été une de mes grosses réflexions pour entourer Nikola Jokic, parce que je suis vraiment parti de cette base-là. Ça a été de me demander quels joueurs en fait sont disponibles et peuvent potentiellement jouer off-ball. Ça a été une grosse question de ma part. C'était vraiment, il me fallait pour moi avoir cette capacité chez mes joueurs de jouer off-ball. Et ensuite ça a été vraiment le spacing à outrance, c'est-à-dire que j'ai éliminé très vite en fait des joueurs qui jouent sur le mi-distance, même dans des proportions élites. Je voulais vraiment étirer au maximum le terrain et le spacing avec des joueurs très bon à 3 points et très bon au cercle, afin en fait de pouvoir avoir constamment de l'espace pour les cuts et profiter du spacing de manière outrancière. C'est aussi pour ça que j'ai choisi Damian Lillard en meneur. En me disant que c'était un des rares avec Stephen Curry et Trae Young peut-être à artiller de très loin potentiellement, et donc je me suis dit que ça pourrait permettre dans le pick and roll et le jeu à deux avec Jokic d'élargir encore un petit peu plus le terrain, de commencer nos picks
1 mètre, 2 mètres derrière la ligne à 3 points. Et donc du coup, forcément de mobiliser potentiellement 3 défenseurs avec l'aide sur le pick and roll, rien qu'avec le jeu à 2 Damian Lillard, Nikola Jokic, et de permettre aux 3 autres joueurs d'artiller de loin ou de cutter. Mes 3 autres joueurs, c'est Jamal Murray en 2 qui joue très bien off-ball pour un meneur, c'est plus un combo guard d'ailleurs, on l'a toujours plus ou moins dit depuis sa draft, et c'est à raison, et je trouve qu'en fait il y a pas mal de séquences à Denver où on joue avec Monte Morris et Jamal Murray en 2 et ça se passe très bien, et il est très bon là-dedans, donc il est aussi excellent dans la pose d'écran, et ça j'y pensais aussi pour pouvoir potentiellement libérer et Michael Bridges et John Collins, qui sont 2 joueurs en fait qui réussissent à être dans des très hauts percentiles, que ce soit au shoot à 3 points, mais aussi dans les shoots proches du cercle, et cela avec un bon volume, parce que des joueurs qui sont dans le 99e percentile au cercle, mais qui n'en shootent que 40 par saison, ça ne m'intéressait pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de Duncan Robinson, alors que c'était un spécialiste à 3 points. Je voulais vraiment avoir des joueurs qui puissent en plus aller dans la peinture et marquer efficacement à haut volume. Voilà pour mon 5. Messieurs, c'est Julien qui l'a un petit peu dit. Petit, avant qu'on passe à la suite, qu'est-ce que vous avez pensé de l'exercice en lui-même ? Est-ce que vous avez eu du mal ? Est-ce que les contraintes imposées vous ont un petit peu frustré ou pas du tout ? Comment vous avez été par rapport à l'exercice ? Écoute, pour ma part, je trouvais l'exercice intéressant dans la mesure où justement cette contrainte-là nous oblige à être un petit peu raisonnable. On aurait pu aller encore plus loin, mais en se prenant un petit peu trop la tête peut-être, en parlant notamment, en se bridant au niveau des potentiels All-Stars qui vont tomber là cette semaine concrètement. Je pense à Garland, je pense à Edwards, même si Edwards le sera peut-être pas, mais en tout cas, voilà, où ils sont cités dans la conversation, on aurait pu se les retirer. Mais ce qui finalement va nous amener aussi une autre contrainte, en tout cas pour mon 5, j'en ai déjà conscience, c'est au niveau aussi du partage de la balle et des usage rates qui sont assez élevés. Donc c'est aussi un choix qu'on a fait, mais on pouvait s'imposer cette rigueur-là aussi seul. Donc ça déjà, ça a été un point intéressant. Et puis derrière, c'est pas si évident que ça d'aller chercher justement ces profils-là. Il faut aller regarder un petit peu dans la stat avancée, dans la manière dont chacun évolue sur le parquet pour voir un peu comment ça peut fonctionner et pas simplement coucher des noms sur une feuille qui vont être les meilleurs à leur poste, malgré la condition du nombre de All-Stars. Voilà, c'est aussi chercher des raisons de les faire jouer ensemble. Et malgré tout, je trouve encore des défauts à mon 5 que j'assume, mais en tout cas, ça me semble compliqué d'avoir le 5 parfait. Et même, voilà, c'est sûr que même dans l'absolu, si on se mettait pas de contraintes et qu'on mettait que All-Star à volonté, MVP à volonté, on pourrait se faire la même remarque à la fin. Il n'y a qu'un seul ballon sur le parquet, et si on prend que des joueurs à gros volume, c'est pas une garantie que ça marcherait, en tout cas que ça serait parfait. Voilà, donc ça, c'était assez intéressant dans l'exercice, et c'est pas si évident que ça. Complètement, et je te rejoins beaucoup. Moi, c'est quelque chose que j'ai aussi vu avec tous les 5 que vous nous avez envoyés sur Twitter les 2 derniers jours, où effectivement il y a cette impression aussi de faire beaucoup selon le talent, de faire une prime au talent, et des joueurs qui peuvent avoir un gros poids offensif sur les épaules. La contrepartie étant que c'est le jeu off-ball par exemple des fois est un petit peu oublié, ou en tout cas en termes de rôle il peut y avoir des interrogations sur les joueurs choisis, comment est-ce qu'ils peuvent vivre ensemble, comment ça peut fonctionner ensemble, quels sont les systèmes qui peuvent potentiellement marcher avec des joueurs de tel usage à chaque fois, comme tu l'as parfaitement dit. On a Vincent qui nous dit aussi dans le chat, assez étonné de voir le peu de personnes qui prennent KD ou Harden en tant que MVP. Et ça fait ma transition parfaite, parce que c'est vrai que ça a été un petit peu... tu veux pas mon avis ? Attends, j'ai mon avis sur l'exercice. Non mais excuse-moi, parce qu'en fait on m'a lancé, la transition était tellement parfaite avec Julien, je l'ai oublié. Mais vas-y Hugo, excuse-moi, tu fais très bien de me le rappeler. Je voulais juste faire une remarque à la France Inter avec si je devais qualifier l'exercice, je citerais Léonard de Vinci qui dit que tout contrainte mais grâce. Donc je trouve que c'était assez intéressant comme exercice, surtout pour voir un peu la connaissance qu'on peut avoir des autres role-players de la ligue. Pour les autres All-Stars, c'est assez facile de choisir des joueurs qui ne sont pas dans les équipes que tu suis, mais pour trouver des joueurs qui n'ont pas forcément les qualifications,
le même pédigré, c'est un peu plus difficile. Et c'était sympa de voir qu'il y a eu pas mal de 5 majeurs qui reprenaient Buddy Hield et Duncan Robinson. Ouais. Qui sont, bien qu'ils aient une notoriété pour les joueurs qui sont assez, qui suivent la ligue, sont pas les choix les plus obvious. Donc moi j'ai bien aimé. C'est vrai qu'une autre contrainte, et vous avez soulevé le sujet, ça aurait été peut-être de se donner un cap en fait en termes de usage rate, de se dire que par exemple en addition les 5 joueurs on pouvait pas dépasser un certain taux, et se mettre d'accord dessus après avoir voir ce qui était pertinent. Mais j'entends votre remarque sur le fait que, en effet, avec autant d'usage, autant de talent offensif, réalistiquement, il y a forcément des joueurs qu'on imaginait efficaces dans un rôle qu'ils seront beaucoup moins dès qu'ils doivent prendre la place de 4e ou de 5e option. Ouais. Pour donner un exemple bien connu, Duncan Robinson, ça peut être un role player. On a vu qu'il galérait en début de saison quand le Heat n'avait pas toutes ces actions de dribble and off qui étaient mises en place pour lui, malgré théoriquement un 5 majeur qui aurait pu lui correspondre un peu plus. Il avait les mêmes, il obtenait la même qualité de tir, mais c'est à partir du moment où on l'a mis dans des situations où il était plus familier et plus utilisé qu'il a retrouvé un certain rythme. Donc voilà, il faudrait peut-être qu'on fasse un petit match sur 2K pour voir ce que ça donne avec nos 5 majeurs. Avec le biais 2K qui fait que ce n'est pas non plus super précis. Vous parliez de votre construction et de le choix du MVP. Étant donné qu'il n'y a qu'un seul MVP, ça me semble être un choix assez crucial pour faire un petit tour d'horizon. Depuis 10 ans, il y a eu 7 joueurs qui sont passés MVP. LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Russell Westbrook, James Harden, Giannis Antetokounmpo et bien évidemment le dernier en date, Nikola Jokic. On a eu, alors je vais pouvoir vous le dire, on a une surreprésentation de 2 joueurs dans les 5 majeurs des gens. Qui sont Nikola Jokic en première position et Kevin Durant qui vient juste après lui. Pour vous donner exactement les nombres, on a eu 15 Jokic et on a eu 11 KD. Et ensuite on a seulement les autres MVP avec Curry à 4, Giannis à 3, LeBron à 2. Et tenez-vous bien, on a eu 0 James Harden et 0 Russell Westbrook. Nous non plus, on n'a pas choisi James Harden de Westbrook. Moi, je voulais vous poser déjà la question de comment vous aviez un peu envisagé votre construction de 5. Est-ce que ça a été le choix du MVP en premier ? J'imagine que oui, de toute façon, c'est ce qui ressortait de votre construction tout à l'heure. Mais surtout, en fait, est-ce que vous avez hésité avec un autre MVP, peut-être KD, qui est plébiscité, peut-être Curry, un profil en tout cas plus scoreur que Jokic et LeBron, qui sont des hubs offensifs et surtout des playmakers élites, on peut le dire, contrairement peut-être à KD et à Curry qui sont beaucoup plus orientés scoring. Est-ce que ça a été une orientation, un choix d'orientation chez vous ? Est-ce qu'il y a eu une hésitation ou est-ce que vous êtes vraiment parti pour le playmaking en premier et cette capacité-là à faire rayonner toute l'équipe ? Si je vais répondre en premier, moi j'hésitais vraiment avec c'est peut-être un effet de calibrage, mais c'est Jokic qui me venait en tête en premier. Et comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, je voulais voir en fait j'hésitais entre LeBron et Jokic. Et je voulais en fait, j'ai pensé vraiment en termes d'efficacité un peu quel est le joueur, la meilleure alternative suivante qui peut être dans le même rôle. Et je me disais que pour Jokic, 4 était un très bon deuxième option dans un 5 complètement offensif, parce que c'est un des meilleurs intérieurs à la passe derrière Jokic. C'est le meilleur intérieur shooter peut-être de l'histoire de la ligue, en termes non seulement en termes de pourcentage, mais de type de tir qu'il prend. Et je pense beaucoup à Miami souvent, donc je voulais un mec qui pouvait jouer un peu en attaque le rôle de Bam, et encore plus efficacement sur ses actions de dribble and off. Voilà, je suis que 4 pouvait le faire parfaitement, être une plus grande menace que Bam, puisqu'il pouvait tirer à 3 points dans l'axe. Et ensuite, LeBron James, pour moi, c'était un peu une évidence. Parce qu'offensivement, pour moi, il n'y a pas de meilleure arme que lui dans la ligue, à part Jokic, mais je ne voyais pas d'autres joueurs qui correspondaient à ce statut de All-Star, mais qui n'étaient pas MVP, mais qui pouvaient apporter ce qu'il pouvait apporter. Je trouvais que les autres options sur les autres postes, après,
baissé d'un cran. Donc c'est comme ça que j'ai fait mon 5 majeur. Julien, toi, t'as Trae Young au poste de meneur, donc un meneur quand même élite sur le playmaking, qui est héliocentré, qui porte énormément le ballon, mais qui sait parfaitement distribuer et augmenter le plancher de son équipe, offensivement en tout cas. Et on est, encore une fois, on est dans le All Offensive 5, donc on ne parle que du côté offensif du terrain. Heureusement. Et pourtant, malgré ça, tu as quand même pris un MVP qui est hub offensif et qui permet d'avoir le playmaking élite, peut-être en première qualité. Ça t'a pas effleuré l'esprit plutôt de te dire, bah voilà, j'ai Trae Young en playmaking, je prends un scoreur. Comment ça s'est créé un petit peu ça pour toi? En fait, clairement, en termes de MVP, alors c'est pas forcément la caractéristique à laquelle j'ai pensé en premier, c'est la récompense en elle-même. Disons que la réflexion est plutôt partie. Alors, KD a été le premier joueur auquel j'ai pensé dans un 5 offensif, puisque je considère aujourd'hui que c'est le meilleur scoreur de la ligue, un des meilleurs scoreurs de l'histoire. Voilà, j'ai une admiration absolue pour ce joueur, ce qu'il est capable de faire en attaque sur le parquet. Maintenant, à partir du moment où on raisonne sur les 2 dernières années, déjà en termes de performance, on a le MVP de l'an dernier qui est Nikola Jokic, et cette saison, si on envisage le MVP d'une certaine manière, pour moi en tout cas, il peut être arguably le MVP de cette saison. Dans une équipe qui est décimée, l'attaque, le net rating on-off de Jokic est absolument indécent. Donc il est capable de faire tourner une attaque à lui tout seul, concrètement. Donc on est sur quelqu'un qui est MVP l'an dernier et qui pourrait être MVP cette saison et qui, à mon sens, à l'heure actuelle, peut l'être sans problème. Donc, ce MVP-là, ça me semble assez logique de le choisir, d'autant que la deuxième réflexion, c'est de se dire qu'aujourd'hui, c'est un duo fictif qui serait, pour moi, le plus létal de la ligue, serait un duo Nikola Jokic et Steph Curry à la main, Ouais. alors qui était impossible à mettre en place pour la contrainte un seul MVP, évidemment. Je plus sois Mais là-dessus, dans vraiment. l'idée, voilà, mais clairement, c'était vraiment, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui fait rêver n'importe qui, hein, concrètement, offensivement. Donc en fait, je me suis dit lequel des deux va être vraiment indispensable dans mon 5. Avec ce que j'ai dit précédemment, Nikola Jokic a passé le cut, on va dire. Et surtout sur le poste de pivot, hormis Kat et Embiid évidemment pour d'autres dans un autre profil, je trouvais plus difficile de prendre Steph Curry et de lui associer un pivot que j'allais trouver complémentaire. Alors, C'est intéressant. évidemment que ça aurait fonctionné évidemment avec Embiid ou Kat, tu vas trouver des complémentarités évidentes tellement c'est des joueurs forts. Bon, déjà, j'en reviens à mon évidence qui était sur l'axe 1-5, hein. J'ai pris cette idée dès le départ, je me suis mis Ouais. là-dedans dès le départ. Voilà, donc en gros, c'était qui va faire le cut entre Steph Curry et Jokic. Pour les raisons évoquées précédemment, j'ai pris Jokic, et du coup, sur le poste de meneur, qui ressemble offensivement le plus dans la ligue actuellement à Steph Curry. Et donc, d'où le choix qui se porte sur Trae Young pour la capacité à tirer à des distances absolument indécentes, le passing game absolument élite. Voilà, donc on est sur un profil qui est un petit peu similaire et avec l'espoir de le faire jouer, donc c'est pour répondre à ta question, de le faire jouer un petit peu plus off-ball, même si aujourd'hui c'est pas le cas, clairement, c'est plus un pari. Voilà, de se dire avec Jokic en tant que pivot, on pourrait lui faire un peu ce que fait Jamal Murray, comme tu vas sûrement en parler de ton côté à Denver, avec cette capacité-là. Alors, pas à poser des écrans, parce que Trae Young pour poser des écrans, je pense que ça peut être extrêmement compliqué athlétiquement, mais en tout cas, de jouer off-ball un peu plus comme un Steph Curry peut le faire aujourd'hui. Steph Curry, qui est le joueur dans la ligue qui prend le plus de possessions off-ball, c'est assez fou pour un Ouais. MVP. Donc voilà, avec l'espoir de donner un petit peu ce rôle à Trae Young et de l'amener à ressembler encore plus à Steph Curry Mais offensivement. c'est Là où il est tout seul aujourd'hui à Atlanta en playmaking à peu près, quoi. En ouais. tout cas, c'est vraiment sur lui que repose toute l'attaque. Peut-être qu'en lui mettant un Jokic au pivot, on pourrait partager cette responsabilité-là. En tout cas, c'est sur ça que je mise. C'est intéressant parce qu'en fait, de mon point de vue, j'avais exactement cette même réflexion avec Jokic, forcément, de fantasmer, de vouloir mettre Curry avec Nikola Jokic parce que c'est une association incroyable et qui fonctionnerait parfaitement. Enfin, il y a une complémentarité assez évidente. Et justement, en fait, j'ai fait le même pari que toi, mais avec un niveau de risque peut-être moins grand en prenant Damian Lillard.
puisqu'en fait pour moi Damian Lillard c'était on retrouve la même idée de pouvoir shooter d'extrêmement loin et de pouvoir étirer le spacing au maximum, vraiment avec des 3 points très lointains et un pick and roll qui est peut-être encore plus lointain que la seule ligne des 3 points, c'est-à-dire à 1 mètre 50 de plus que la ligne des 3 points. Ça permet aussi d'amener les défenseurs et l'aide du pick and roll plus haute et donc de dégager plus facilement les cuts dans le panier, de dégager énormément de choses. Sauf que moi j'ai préféré en fait Damian Lillard à Trae Young parce que je pensais que c'était un pari moins grand quant à la capacité de jouer off-ball en fait, en parlant sur le fait que dans ses premières années Damian Lillard était dans un jeu aussi où il y avait beaucoup la Marcus Aldridge de présent, et il savait, il y avait des systèmes pour lui à l'opposé du ballon, des pin down, ce genre de choses, même encore à l'heure actuelle, même si bien évidemment c'est lui qui porte toute l'offense de Portland. Il y a quelques systèmes pour lui de pin down, etc. en tête de raquette, sur lesquels il peut profiter de cuts à l'intérieur et aller provoquer la faute ou quoi. Donc je me dis qu'il n'est pas totalement inapte à ce niveau-là, et donc du coup je me dis que voilà, c'est peut-être. Alors après j'ai moins de playmaking que toi à ce niveau-là, et c'est aussi pour ça que j'ai mis Jamal Murray à côté, pour me dire que j'ai deux arrières capables de gérer le playmaking sans être élite bien évidemment, mais qui vont pouvoir potentiellement construire de two-man game autour de Jokic. Alors juste Clément, par rapport à Jamal Murray, vas-y. Clairement pour moi c'est un très très bon choix en deuxième arrière du coup. Je l'ai juste pas pris pour une simple raison, c'est que je voulais pas reconstruire un duo existant entre Jokic et Murray, même si j'en ai un finalement avec Trae Young et John Collins au final, mais qui est quand même moins iconique aujourd'hui, il faut le dire, que le Jokic Murray, mais c'est clair qu'en termes de fit, le Jamal Murray à l'arrière qui va amener un peu de playmaking et surtout ce jeu off-ball là, c'est pour moi c'est un très très bon choix. Hugo, tu voulais ajouter ? Oui, vas-y. Oui, j'avais une remarque, deux remarques, parce que moi j'ai pas du tout pensé en fait mon 5 avec un axe 1-5 ou 2-5 ou un 4. Peut-être c'est l'influence de Spo qui voit ça comme positionless, mais j'ai vraiment juste pensé vraiment à des profils. Et moi, tu dois le savoir d'après la question, le profil que je préfère vraiment, c'est celui de porteur de balle qui peut aller au panier et qui passe. Et du coup, j'ai l'impression que ça se retrouve à tous les postes, et c'est un peu ce qui explique, je pense, mon roster, avec une exception pour Anthony Edwards, qui est un peu un trou noir, qui n'est pas encore... qui n'a pas encore le réflexe de la passe, mais je trouve que dans une équipe où justement tu as beaucoup de joueurs très cérébraux qui font beaucoup de passes et qui parfois ne prennent pas les tirs les plus compliqués, c'est important d'avoir ce mec qui ne voit que le panier et qui sait faire quelque chose de la balle dans ces situations-là. Je dis pas que LeBron James ne sait pas le faire, mais il va toujours faire la bonne passe. Et la deuxième remarque que j'avais un peu, c'est je comprenais peut-être un peu moins vos choix de prendre des Trae Young et des Lillard pour la capacité à mettre des tirs très loin. Dans le sens où, pour moi, ces tirs 1 mètre ou 2 mètres derrière la ligne, ça a peut-être une importance et une utilité dans un 5 majeur normal qui est régi aux contraintes du salary cap. Donc pour l'équipe de Portland ou pour toute autre équipe, je peux comprendre que tu aies besoin de prendre en compte cette option de tir très longue distance. Mais là, si on fait un 5 majeur full offense, avec les profils de joueurs malgré les contraintes, on devrait pouvoir trouver des joueurs qui n'ont pas besoin de prendre ces tirs hyper compliqués, parce que même si Lillard peut les mettre, c'est une efficacité qui reste assez faible en dessous de la ligue, même si eux tirent mieux que les autres joueurs dans ces situations-là. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas trop pris cet aspect-là, parce que je me dis que un 5, un All Offensive 5, ça devra pas être forcément des mecs qui vont mettre des tirs hyper compliqués, mais des joueurs qui ensemble vont créer des situations où l'attaque sera beaucoup plus simple et on trouvera beaucoup plus de positions où des joueurs sont à l'aise. Personnellement, c'est plus une situation de tir plus facile. Personnellement, c'était plus une réflexion sur l'aimantation en fait. Le principe d'aimantation et l'idée en fait d'avoir des joueurs où on ne peut pas laisser d'espace en fait. C'est plus cette idée-là, plus que de vouloir qu'ils prennent cette. Très haut. Voilà, c'est ça. C'est que quoi qu'il arrive, tu dans tous les cas, tu auras
Excuse-moi, je te laisse. Quoi qu'il arrive, tu peux pas passer sous l'écran, et donc ça ouvre les cuts en fait, même pour ces joueurs-là, et l'ouverture vers le panier. Et oui, c'est plus en termes d'aimantation pour me dire qu'en fait, c'est des joueurs en fait qui vont forcément attirer les défenses. En fait, je pensais aussi au jeu off-ball par rapport à Curry, qui, tu le soulignes, hein, il sait prendre ces shoots-là, mais c'est pas forcément ce qu'il fait constamment non plus, heureusement. D'ailleurs, c'est là où il est très bon, c'est dans son mouvement de balle, constant, et du coup de comment il va s'ouvrir le panier parfois, etc. En fait, c'est vraiment l'aspect aimantation où du coup ça permet de quand il y a une aide ou quoi, et que il y a un entre-deux en défensif, de joueurs qui savent pas forcément lesquels doit prendre l'un ou l'autre, ça permet d'être certain qu'en fait les deux joueurs vont être aimantés par le joueur, et d'ouvrir en fait à côté. C'est plus sous cet angle là que je l'ai vu, et tu fais très bien du coup de demander, de poser cette question, parce qu'effectivement ça permet de l'expliquer un petit peu différemment. Je sais pas, Julien, si toi tu as autre chose à ajouter par rapport à ça avant qu'on passe à la suite. C'est clairement cette réflexion-là. Juste avant de passer à la suite, j'ai oublié tout à l'heure, pour les choix, mon avis d'MVP, je m'avance peut-être, mais notamment Russell Westbrook et Harden qui n'ont pas été plébiscités. Je voulais juste mentionner ça tout à l'heure. Est-ce qu'on n'est pas biaisé un petit peu par la saison d'Harden, qui est moins visible, moins extraordinaire que celle qu'on a pu voir à Houston sur ses années MVP notamment, mais qui reste un joueur fabuleux offensivement, et all-time clairement. Et pareil pour Russell Westbrook, même encore pire avec la saison qu'il fait, qui lui vaut beaucoup de critiques, et globalement ces dernières saisons-là. Est-ce que si on faisait cet exercice-là il y a 4 ans, on n'aurait pas eu plus de mentions pour ces joueurs-là? C'est une possibilité. Peut-être que le fait de prendre ces 2 dernières années, et encore, je crois pas que c'est ce qu'on a mentionné dans le tweet, hein, mais naturellement dans la tête des gens, on pense au moment, à la culture un minimum de l'instant. Est-ce que ces 2 joueurs-là n'ont pas aussi pâti soit de leur performance récente pour Westbrook, soit de leur implication dans un collectif, enfin en tout cas aux côtés de forts joueurs pour Harden? Peut-être ça aussi qui les a un petit peu pénalisés. Même si c'est vrai que moi personnellement j'ai vraiment pas pensé à Westbrook, pas du tout. Et Harden, j'y ai réfléchi parce que quand même très complet. Mais clairement Jokic, KD et Curry avaient le lead. LeBron aussi avant Harden, clairement aussi. Ouais, moi, je sais pas si c'est un biais de récence, mais pour moi, Westbrook ne rentre même pas dans cette conversation-là. Mais Harden, je comprends qu'on puisse se poser la question, mais après, je dirais qu'il y a différents paliers d'efficacité de l'héliocentrisme. Et on a vu que Harden, il y a certaines critiques on peut penser que c'est des critiques de Basketix ou les trouver valables. Moi, je les trouve valables. Le jeu qui en ressort est assez moche et efficace, mais c'est un jeu qui n'a... Je sais pas, j'ai pas l'impression que les joueurs en fait qui ont joué aux côtés d'Harden ont vraiment pu s'exprimer dans la meilleure de la capacité. En tout cas, les joueurs qui ont peut-être un potentiel plus que All-Star. Peut-être qu'un Capella, il a pu s'éclater. Mais est-ce qu'un Jokic aurait pu s'éclater avec Harden? Est-ce que d'autres joueurs aussi puissants offensivement auraient pu le faire? C'est ce que j'allais dire. Il y a aussi l'imaginaire vraiment Rockets, avec vraiment un système à outrance autour d'Harden, avec que des shooters et voilà, à la limite Capella à l'intérieur pour du lob. Et c'est vrai qu'il y a aussi ça qui a mauvaise presse, je pense, chez pas mal de monde. Ça a été... Alors, il y a des gens qui aiment l'expérimentation. Moi, en la jugeant comme telle, je la trouve intéressante. Il y a aussi l'aspect où il y a beaucoup de gens qui, en termes de spectacle, s'ennuyaient sur ces matchs-là, etc. Et je pense que ça, en plus de cette saison-là, peut lui porter préjudice. Si tu parles de l'offense, et puis pour finir, moi, sur ce point-là, c'est par contre, LeBron James, par exemple, tu l'as vu aux côtés d'autres joueurs exceptionnels offensivement, tu l'as vu partager avec Dwayne Wade et Bosh, et tu l'as vu partager avec Kevin Love et Kyrie Irving. Il y avait des problèmes, il y avait quelques soucis d'ajustement, mais on a pu voir d'autres joueurs du même calibre, du calibre Hall of Fame, s'exprimer. Harden un peu moins, donc c'est là où le cut s'est fait pour moi, et c'est pour ça que LeBron James, Jokic ou KD, c'était pas les mêmes... pas le même choix. C'est super intéressant parce qu'en fait, et on va venir au second choix de nos All-Stars, de notre autre All-Star dans le 5. En termes de stats par rapport à tous les 5 qu'on a reçus, il y a des choses qui se dégagent.
Le premier, c'est Embiid est très loin devant. Alors ça, on pourra y revenir, mais je pense, et on se le disait en off avec Julien, qu'il y a l'aspect, c'est peut-être celui qui est le plus proche à l'heure actuelle d'un niveau MVP sans forcément l'être. Donc du coup, je pense qu'il gagne beaucoup par rapport à ça. Et puis ensuite, c'est un intérieur très dominant physiquement, etc. Et il n'y a pas beaucoup non plus de profils dans ce genre-là, à ce niveau-là. Mais après, ce qui était très intéressant, c'est qu'il y a 2 joueurs qui se démarquent dans un second tiers avant de laisser tous les autres sur le carreau. C'est Luka Doncic et c'est Trae Young. Et comme on parlait de James Harden et de l'aspect un petit peu héliocentré, je pense qu'il y a beaucoup de 5 des internautes qui se sont plus orientés sur KD en scoreur notamment dans le choix du MVP, et d'ajouter à côté de ça un Trae Young à Luka Doncic, ou en tout cas de faire un playmaking en fait qui pourra se partager avec Doncic et Trae Young, des joueurs très hélocentrés et qui l'ont pris plutôt sous les All-Stars. Et à côté de ça, donc du coup, Julien, toi tu es un petit peu dans ce cas-là avec Trae Young, puisqu'il est dans ton 5. Nous, Hugo, Karl Anthony Towns et Lillard, ils ont eu, alors Karl Anthony Towns deux occurrences et Lillard une seule, donc on est très, très à côté. Est-ce que, alors, déjà, première question, comment vous expliquez cette différence chez les All-Stars, c'est-à-dire qu'il y a vraiment 2 tiers avec Embiid, Doncic et Young, et derrière, c'est très rare. C'est-à-dire que tous les autres All-Stars de la ligue, donc Butler, Tatum, Clay, CP3, Booker, Butler, Kawhi, tous ces joueurs-là, il n'y a pas eu de Paul George une seule fois. Comment vous expliquez que ici ce creusement incroyable entre les tiers 1 et 2 et le dernier tiers? Si vous avez une réponse. Je pense que la contrainte du un seul MVP a quand même été une belle contrainte et du coup a forcé certains choix. Et même si moi, par exemple, je suis un fan ultime de Jimmy Butler, je pense que les fans du 8 qui sont dans le chat seront d'accord avec moi. Là, on voit qu'il galère un peu dans certains quatrièmes cartons. C'est pas la menace offensive ultime, en fait. C'est un excellent joueur, mais là on se concentre sur le All Offensive 5, et donc des joueurs comme des Kawhi, des Paul George, des Butler qui ont beau être élites, qui ont beau être dans le 95e et au-dessus percentile des joueurs offensifs de la ligue, ont cette valeur aussi parce que c'est de gros joueurs défensifs. Donc je pense que déjà peut-être dans l'esprit des gens ça a joué un rôle, et puis après tu as certaines valeurs. Je pense que même sans être un expert NBA, tu sais que LeBron ou Jokic, ce sont des joueurs. Moi, Trae Young, je le mettrais pas dans cette catégorie. Je m'explique pas sa popularité. Je pense que c'est peut-être le fait que il a des stats assez gonflées, surtout cette année depuis que les arbitres ont un peu lâché leur adaptation, parce que bon, on en a parlé un peu, mais Trae Young sans les coups de sifflet à tout va, c'était pas le même cette année. Mais je pense que voilà, il y a certains joueurs qui ont une réputation de supernova offensif, et d'autres qu'on voit plus comme des two-way players, et que dans un 5 plus équilibré, on aurait retrouvé beaucoup plus de fois. Je te rejoins vachement sur le côté two-way, et pareil pour Giannis en fait, qui a eu un vote, il me semble. Oui. C'est pareil en fait, c'est un monstre two-way avant tout, et donc du coup c'est vrai que pour un 5 qui est aussi clivant et aussi orienté d'un côté, c'est vrai que tous ces joueurs-là perdent en partie de leur valeur, parce que leur valeur est aussi défensive, quoi. Et c'est ça, et c'est vrai qu'après, quand tu penses peut-être en tant que premier offensif, tu penses un peu à un bucket getter, tu vois, le mec qui va aller te chercher le panier quoi qu'il arrive. Et des joueurs comme Giannis, ils peuvent te mettre 50 points, mais c'est vrai que tu te dis sur une dernière possession en ISO, lui, tu vois, sa valeur, c'est plus en termes d'agrégat dans le collectif. Et tu as d'autres joueurs qui combinent ces deux qualités, comme LeBron James, tu sais, qu'il va bonifier un collectif, et que sur chaque possession aussi, il représente une grosse menace. C'est le cas de KD et d'autres. Et t'en as, c'est un peu moins le cas dans une équipe all offensive. Tu as pensé à des gars qui soit remplissent les deux conditions, soit qui peuvent te chercher un panier à chaque fois. Et pour terminer, Karl Anthony Towns, pourquoi peut-être on l'a peut-être moins vu. Je pense que si tu faisais un peu un tableau, tu verrais que c'est beaucoup des gens qui l'ont pas cité ont pris Jokic à la place, et du coup ça ferait un peu doublon.
Clairement, pour ça clairement, qu'il il y a était l'aspect un peu Jokic moins. qui en plus pour Kat, bah oui, prend le. C'est clair et ça. Clair et net. Julien, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Sinon, on passerait, messieurs, juste est-ce que vous avez eu des All-Stars avec lesquels vous avez hésité? Qui sont les All-Stars qui n'ont pas fait le cut? Quels ont été vos joueurs que vous auriez peut-être pu mettre et qui finalement ont été bah voilà, délaissés? À moins que Julien, avant ça, tu aies d'autres idées par rapport à cette explication et ces deux tiers bien devant les autres. Non, 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 pas grand-chose à ajouter. Il me semble cohérent et par rapport à la tendance, le biais de récence qui doit quand même jouer. On n'a pas regardé peut-être dans le détail aussi l'origine, on va dire, des personnes qui ont répondu. Est-ce qu'on est sur des fans des Sixers, par exemple, tu vois, qui vont plutôt Secret Embiid, c'est pas impossible aussi, C'est tu vrai, vois. c'est C'est vrai. sûr que les fans des Wolves, même si on a une très jolie communauté Twitter, en termes de volume, on est quand même moins représenté. Donc peut-être ça peut expliquer certaines choses. Voilà, donc c'est vrai que c'est Oui, toujours et juste avant compliqué que tu aussi répondes à la d'analyser. suite de la question, j'en profite. On a eu une quarantaine de retours, donc c'est déjà énorme et on vous remercie tous. Bien évidemment, c'est pas du tout infaillible et il y a énormément de biais et on sait pas exactement voilà, ce qu'il en est, donc c'est pas du tout représentatif de tous les fans NBA. Donc il faut effectivement tempérer et tu me fais très bien de m'y faire penser, Julien. Donc non, pas grand-chose à ajouter Et sur donc, ce et donc du sujet-là. coup, oui, chez vous, qui n'a pas fait le cut? Est-ce que vous avez eu des hésitations pour le deuxième poste All-Star? Bon, écoute, moi de mon côté, c'est surtout sur le poste de meneur du coup que ça s'est joué Ouais. sur les postes 2, 3, 4. J'étais plus parti en effet sur du role player, donc j'ai eu moins d'hésitation, mais sur le poste de meneur, clairement, à la place de Trae Young, j'ai eu Garland que j'aurais pu considérer comme All-Star. Et CP3, Chris Paul, tout simplement, pour la capacité à distribuer, la propreté, surtout la propreté au shoot. Et il m'a amené le mid-distance, que j'ai pas du coup retrouvé là sur le 5 que j'ai actuellement. Alors même si c'est un shoot qu'on prend de moins en moins ces dernières années, Chris Paul, clairement, il les bonifie ces shoots-là. Donc ça amène une menace supplémentaire au scoring, tout en gardant un niveau élite de passing et d'expérience aussi. Voilà, donc j'ai quand même réfléchi. Et puis Garland pour le côté un petit peu nouvelle génération et ce qu'il peut amener. Euh, voilà, Borderline, pardon, All-Star, Jamal Murray aussi était une option sur le poste 2. Mais après, mes hésitations étaient clairement. Ah bah si, justement, si, pardon, sur le poste 3 j'ai eu une hésitation All-Star, Andrew Wiggins. Andrew Wiggins que j'ai pas pu mettre dans mon 5, mais qui sincèrement en termes d'usage et du coup de profil depuis qu'il est aux Warriors, bah, il est dans un rôle qui est parfait pour lui, Non hein, mais qui était oui, très non décrit. mais tu déconnes, mais Ah mais oui. moi aussi j'ai hésité avec Andrew Wiggins et Michael Bridges, j'avais vraiment les Vous deux. devriez avoir honte. Non, 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 mais Ah non, bah non. avant qu'ils deviennent All-Star, c'est-à-dire que moi j'ai commencé à faire mon 5 la semaine dernière, le dimanche, voilà, exactement, Évidemment. et il n'était pas encore All-Star, et j'imaginais pas qu'il le soit, et donc du coup, bah, j'hésitais à l'aile entre Andrew Wiggins et Michael Bridges, voilà, sans penser qu'il serait All-Star, et quand il a été All-Star, bon bah mon choix a été vite vu. Ah bah oui. Mais j'ai pas hésité avec lui en tant qu'All-Star, j'ai hésité avec lui avant qu'il le devienne. Et bien sûr, bah là, c'est sûr que bon, l'hésitation était beaucoup moins grande après. Bah idem sur le poste 3 clairement. Alors j'ai pris Edwards parce que le choix du cœur, parce que fan des Wolves, donc voilà, histoire de mettre un peu Ah, d'affect, voilà, dans tu mon as raison. 5, mais qui en termes de cohérence, par exemple Miles Bridges a un peu moins d'usage rate, un peu moins besoin du ballon. Donc ça aurait été peut-être plus cohérent, c'est sûr, moins talentueux, moins fort, mais plus cohérent. Mais par contre, Andrew Wiggins, clairement, n'aurait pas été honteux dans ce rôle-là, qui n'a pas beaucoup besoin du ballon, qui a Ouais, été très décrié chez les ouais. Wolves pour le rôle qu'on lui donnait, qui était trop important pour lui, pour un contrat aussi qui est trop important par rapport au rôle qu'il doit avoir. Mais ce rôle, il l'a chez les Warriors dans un collectif fabuleux et on voit du coup que ça lui permet de s'épanouir. S'il a progressé au shoot extérieur, il a passé les 40%, hein, si je dis pas de bêtises, d'après ce que j'avais vu là. Ouais. Il est à plus de 40% au shoot extérieur sur un volume qui est quand même plus que correct cette saison, alors que c'est quelque chose qu'on n'imaginait pas du tout à Minnesota parce qu'il prenait des tirs qui étaient beaucoup plus compliqués, où il devait se le créer, etc. Donc dans un profil de shooter et de capacité toujours à se lâcher, parce qu'il a toujours cette possibilité-là d'aller au cercle, il a toujours cette explosivité-là, et même de prendre un peu de mid-range aussi. Voilà, c'est quand même un joueur qui est
qui aurait pas du tout été scandaleux sur le poste 3, qui faisait partie de ma discussion très fort et du coup qui est devenu un All-Star avec lequel j'aurais pu hésiter, mais plus du tout en tant qu'All-Star, Bien sans sûr. rentrer dans le débat de est-ce qu'il doit l'être ou pas. Évidemment que pour un deuxième choix de All-Star, quand on a cette contrainte-là, j'ai besoin de plus de talent que Wiggins sur mon 5 majeur, mais en tout cas, il a été dans la discussion et par la force des choses, il est devenu un All-Star qui aurait pu faire le cut. Hugo, Karl Anthony C'est- Towns chez toi comme deuxième All-Star, est-ce que tu as eu d'autres options, d'autres idées et d'autres qui n'ont pas fait le cut? Non, moi, ce qui me dégoûte, c'est que je viens juste de réaliser que j'ai deux putains de joueurs de Minnesota dans mon 5. J'avais 5 joueurs, j'ai 2 joueurs de Minnesota. Arrête, Voilà, ne fais bref, pas ton vous avez mon avis sur hater l'équipe. de base, Non, tu mais c'est vois, ça incroyable. montre quand tu es objectif, voilà. Voilà, je suis objectif, il y a qu'un joueur de Miami. Hein, bah, en fait, non, moi, ça n'a pas été trop difficile de faire ces choix parce que, comme j'ai dit, pour moi, 4, c'était la meilleure option derrière Jokic. Ouais. Et même si j'aime bien foot Bam partout, faut pas déconner offensivement. 4, il y a plus avancé. Hein. Si on était dans un All NBA 5, là, ce serait une question différente. Mais ensuite, non, pour les autres, une fois que j'ai décidé que je devais prendre Karl Anthony Towns et LeBron James, il me fallait de la percussion à l'intérieur. En fait, je voyais personne d'autre Avec qui. moi j'ai en plus moi ce que je trouve intéressant par rapport à Kat Ouais, dans ton 5, c'est que bah c'est le meilleur intérieur shooter sans doute de la ligue et c'est peut-être ça. même de l'histoire, et d'ailleurs on a un article là-dessus chez QI Merci. Basket, donc je vous le renvoie bien évidemment à l'article, obligé Julien, il le fallait. Donc non, et puis non mais J'irai sincèrement jeter un coup d'œil. Sincèrement, dans ton 5, moi, ce que je trouve intéressant, c'est aussi ça, surtout avec autant de joueurs qui peuvent driver et faire de la rim pressure, enfin vraiment d'aller sur le cercle, et notamment Anthony Edwards et LeBron James, hein, d'avoir un 5 qui puisse, à ces moments-là, dézoner pour aller vers la ligne à 3 points et être très efficace dans ce domaine-là et attirer la défense, ne pas être lâché C'est par sa ça. défense, c'est très important aussi, quoi. C'est ça. Et surtout, en fait, tout à l'heure, vous vous demandiez par rapport à Embiid. Et il y a certains fans des Sixers qui vont dire oui, mais le tir à 3 points. Mais c'était en fait la même discussion qu'on avait eue avec le fit Ben Simmons et Joel Embiid. Il y a les joueurs qui peuvent shooter à 3 points et les joueurs qui shootent à 3 points. Et il y avait d'ailleurs aussi un très bon article, si je le retrouve, je le mettrai dans le chat, sur la réalité autour des stretch five en fait, Oui, qui montrait qu'il y avait très 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 peu de vrais stretch five dans la ligue, c'est-à-dire des 5 qui tiraient avec un volume suffisant et une efficacité suffisante pour vraiment remplir ce rôle de stretch 5 en fait. Parce que sinon, tu avais juste des joueurs qui pouvaient mettre des tirs, mais qui apportaient pas énormément de gravité parce que tu te disais, au final, en faisant des maths, ouais, sur la durée d'un match ou d'une série de playoffs, en fait, c'est assez équilibré et on préfère le voir mettre ses 3 points, même s'il tire à 30, tu vois. Et, euh, et parmi les 5 qui se détachaient vraiment, tu avais Jokic, tu avais Anthony Towns, tu avais Brook Lopez, et ensuite la liste, c'est ça. c'était assez court. Et moi, Karl Anthony Towns, contrairement à Joel Embiid, aime beaucoup être à l'extérieur. Il prend quoi? Il prend 7, 8, 9 tirs à 3 points par match. Il les prend en sortie d'écran, il les prend après avoir couru. Donc il a une certaine gravité, il apporte un beau mouvement qu'aucun autre joueur à son poste, en dehors de Jokic, pouvait m'apporter. Et surtout, c'est un excellent passeur. Ce qu'Embiid n'est pas, même s'il y a des progrès cette saison. Et moi, je voulais vraiment des joueurs qui, quasiment à chaque position, puissent passer la balle. Ouais. Et Duncan Robinson correspond à ce moule-là. J'hésitais pas sur deuxième joueur, donc peut-être que je réponds pas à la question là, que je pars un peu Non mais en dehors des pistes. tu peux enchaîner sur le cut ou quoi par rapport La raison pour au laquelle roleplay. j'ai pris Robinson par rapport à Buddy Hield, qui est quand même au scoring un meilleur scoreur all-around, c'est que Duncan Robinson est un bien meilleur passeur et que les actions de dribble and off, avec moi les imaginer, Karl Anthony Towns, c'est jouissif en fait. Ouais. Un joueur aussi patient, qui se repositionne, qui sait lire les prises à deux, qui peut te repasser la balle à Karl Anthony Towns, qui peut ensuite driver, puis aller te chercher un autre shooter dans le corner ou finir au panier. En fait, c'est ça que je kiffais. C'est ça que je kiffais avec Karl Anthony Towns. J'avais besoin d'un big qui tirait et qui était passeur et qui pouvait finir au panier, ce qui fait très très bien. Et du coup, une fois que j'avais LeBron James, c'était dur de trouver un meilleur complément en fait. Je trouve que les autres options, le drop-off était trop important après
4. Moi, par rapport à Damian Lillard, qui donc est mon meneur All-Star, voilà, après Jokic, mon second All-Star, j'ai hésité pas mal, surtout avec des joueurs qui potentiellement étaient meilleurs off-ball. Parce que c'est vrai que moi, ma grande question par rapport à Lillard, c'était, vu à quel point il porte le ballon ces derniers temps, ces dernières années à Portland, moi je voulais vraiment mettre en lumière Jokic avant tout, et donc avoir des joueurs très bons en off-ball derrière. Après, il n'y a pas énormément de guards off-ball de ce niveau-là. Souvent, c'est des gens qui ont des joueurs qui ont beaucoup de poids offensif sur les épaules, puisque ça va avec le rôle. Voilà, ils sont capables de le faire offensivement, donc il faut qu'ils le fassent. Stephen Curry est en cela une exception incroyable, mais très, très unique. Pas sûr qu'on retrouve ça ailleurs. Bref, Damian Lillard, bon, finalement, j'ai pris le pari qui pourrait malgré tout jouer pas mal off-ball, et j'y crois quand même assez. Il a toutes les qualités pour. Un joueur comme Zach LaVine m'a fait beaucoup de l'œil, parce que c'est souvent un joueur qu'on cite, et Jérémy, qui est peut-être encore dans le chat, est fan de Denver lui aussi, bien sûr ne me contredira pas. Zach LaVine, c'est un des joueurs qu'on voit en termes de fantasme autour de Jokic, parce que en termes de jeu off-ball, ça pourrait être incroyable. Il a vraiment et le 3 points et l'attaque du cercle, ça personne ne pourra dire le contraire, en plus d'avoir une mi-distance, oui, mais je veux dire, c'est des forces incroyables, ça, c'est ses points forts avant tout. Après, bien sûr qu'il s'est développé, il sait scorer aux 3 niveaux maintenant, mais c'est vrai que en plus il apporte du spacing, mais aussi sur de l'aspect vertical, Zach LaVine et sa détente, donc. Et son côté très athlétique sur les cuts, il met dans le vent tout le monde, et ça avec Jokic, c'est magnifique. Donc moi, par rapport au All-Star, ma plus grosse hésitation, ça a été lui. Et puis par rapport à Jamal Murray, je me disais, j'aurais pu intervertir potentiellement avec Darius Garland également. Je suis pas sûr que ce serait le Jérémy qui nous dit je suis d'accord avec LaVine, même si je suis, en termes de prise de décision, je suis pas sûr que ce serait le duo ultime. Et effectivement, c'est ça qui m'a fait pencher pour Lillard aussi. C'est l'aspect, il y a quand même plus de playmaking avec Lillard, c'est une notion un peu plus safe. Ça aurait été beaucoup plus gumble avec Jamal Murray et Zach LaVine, et encore que Jamal Murray en 1, ça aurait pu le faire avec Zach LaVine en 2. Mais je suis d'accord. Sinon j'avais aussi Garland potentiellement. Et Jérémy nous dit, je vais repasser dans le chat et puis on va passer à la prochaine question. J'en profite pour mon 5. Garland, Hero, George, MPG, Jokic. J'aime beaucoup. Paul George aussi a été une hésitation pour moi avec Jokic. Ce qui m'a fait ne pas prendre Paul George, c'est qui est nul. Voilà, toujours la vue. C'est l'aspect mid-range. Encore une fois, comme je le disais, j'avais vraiment la volonté de faire une philosophie de 5 ultra spacing à outrance, où il y a peu de mid-range, et Paul George a quand même cette proportion. Alors après, j'ai Jamal Murray, donc bon, c'est un peu l'exception qui confirme la règle, mais ça s'inscrit dans le two-man game avec Jokic, donc bon, j'accepte. Tu ne veux pas de mid-range dedans? Non, mais entre guillemets. Et puis c'est vraiment un point de vue théorique, philosophique. Bien sûr que de toute façon, Lillard, Jamal Murray, même Jokic s'occupe du mid-range. M5, si Lillard t'étire la ligne, te fait du spacing en étant 2 mètres derrière la ligne à 3 points, et que tu as toutes ces menaces avec l'arceau, quel tir va être complètement ouvert? Tu vas avoir oui, non, mais bien sûr. Non, mais en fait, c'est dans la théorie plus que dans la pratique, parce qu'après, de toute façon, tu prends ce qui s'amène, mais c'est dans la théorie d'avoir vraiment des joueurs orientés. En fait, je voulais pas de jeu au poste de quelqu'un d'autre que Jokic, tu vois, typiquement. Parce que voilà, ça casse un petit peu le rythme du jeu, le mouvement potentiellement. Après, tu peux le faire de manière très intelligente aussi, avec des mouvements off-ball à l'opposé du ballon. Mais c'est plus un point de vue théorique et philosophique que de me dire j'avais vraiment envie d'étirer le terrain à ce point et de garder ça. Vous n'avez pas parlé de Sabonis, derrière 4 peut-être, en 3ème option, en dessous encore pour imiter Jokic, mais ça fait un petit peu loin du coup. Dernière question par rapport à vos 5, peut-être par rapport au role player. Donc chez moi il y a Michael Bridges et John Collins. On retrouve John Collins chez Julien, avec cette fois-ci Anthony Edwards, et enfin chez Hugo on a Darius Garland
Anthony Edwards et Duncan Robinson. Du coup, par rapport à ces role-players-là, est-ce que vous avez eu des hésitations, notamment peut-être sur les shooters, je pense à Duncan Robinson, est-ce que, bon après, en tant que fan du 8, je suis sûr que t'as pas eu d'hésitation, Hugo, mais est-ce que t'aurais pu voir d'autres? Ah bah voilà, donc... Voilà, comment ça s'est passé du côté des role-players pour vous? Et du coup, Hugo, vas-y, je t'en prie, tu peux débuter. Comme je disais, j'ai hésité un peu entre Buddy Hield et Duncan Robinson. Ouais. Parce que je me disais, est-ce que je prends Duncan Robinson parce que je suis fan du Heat et je veux quand même un joueur du Heat dans 5, ou est-ce que je le prends parce que c'est celui qui colle le mieux au reste de l'effectif? Et je me disais que Buddy Hield, est-ce qu'on le voit en pleine exploitation de son potentiel? Non, parce qu'il est aux Kings, qui est une équipe assez mal construite, même s'il brille par les exploits individuels de leurs joueurs en ce moment. On a Haliburton qu'on a chopé dans notre Fantasy League qui répond aux attentes. Oui. Mais je voulais, en réfléchissant en fait, je me disais que Duncan Robinson, même si c'est un moins bon score qu'il dit avant, apporte plus de choses en termes de gravité, en termes de spacing et en termes de mouvement sans le ballon. Et surtout, je suis plus convaincu de son jeu de passe que celui de Bud Hield. Donc c'est pour ça que j'ai fini par prendre Duncan Robinson. Après, mon hésitation dans cette équipe, en fait, et c'est un aspect que je trouve on n'a pas vraiment discuté, mais peut-être que j'en ai pas discuté parce que c'est assez évident avec Yoki. Mais c'est que pour moi, mon 5 manque pas mal de vrais poseurs d'écran en fait. Ouais. De mecs à la PJ Tucker ou à la BAM, hein, pour citer des joueurs au hasard, mais qui vont fluidifier le jeu de ces superstars offensives en posant des bons écrans. Et c'est vrai que le seul des 3 joueurs qui ne sont pas LeBron James et 4, le seul sur lequel j'hésite un peu, c'est Darius Garland, où je me suis dit que si j'avais creusé un peu plus, j'aurais peut-être pu trouver un meneur ou un combo guard qui apporte plus dans les intangibles pour fluidifier tout ça. Mais voilà. Mais sinon, non, Edwards, le choix était assez évident. Dans les joueurs qui n'ont pas de sélection All-Star, c'était celui qui apportait le plus de pression et de conversion à l'arceau et qui en plus pouvait tirer dans les corners. J'ai chopé des chiffres sur cleaning de glace et tu vois que Edwards est à 47% dans les tirs à 3 points dans le corner, donc 85e percentile à sa position, et que dans les tirs qui ne sont pas dans le corner, il est à 36%. Donc pour moi, c'était un très bon fit et voilà. C'est Darius Garland où j'hésite un peu plus, où je trouve que le choix des meneurs est un peu plus limité une fois que tu sors des All-Stars. Julien, est-ce que toi tu as hésité sur tes role-players, Buddy Hield, John Collins ou encore Anthony Edwards? Ouais, sur le poste 2 à la place de Buddy Hield, le premier choix que j'avais était sur Bojan Bogdanovic, du coup d'Atlanta, pour à peu près les mêmes qualités, hein, concrètement que celle de Buddy Hield. Simplement, pourcentage à 3 points, on est quand même moins élevé sur Bogdanovic que sur Hield, qui s'est affirmé comme un shooter vraiment élite. Donc c'est ce qui a fait honnêtement pencher la balance un petit peu pour lui. En termes de usage, on s'approchait à peu près un petit peu. Bogdanovic a un peu plus de paniers, son pourcentage de paniers assistés est un peu plus élevé, donc c'est aussi pour ça qu'à la base le choix était porté sur lui. Euh, voilà, mais néanmoins il a une capacité peut-être un peu supérieure à se créer son shoot externe, là où Buddy Hield va profiter un petit peu plus des espaces du collectif. Et j'ai préféré partir sur Buddy Hield. Duncan Robinson a clairement été une des possibilités aussi. Voilà, sur le poste 2. Sur le poste 3, Miles Bridges, comme je le disais tout à l'heure. J'ai réfléchi, Michael Bridges aussi. Voilà, encore une fois, c'est un choix du cœur, un choix de l'affect, j'aurais pu prendre un ailier avec un peu moins d'usage rate notamment, et du coup qui aurait été avec un rôle moindre, parce que c'est vrai qu'Edwards, on le voit cette saison, quand il n'a pas le ballon, c'est pas forcément évident pour lui de se mettre en rythme, alors que quand il l'a et qu'il peut prendre ses décisions, d'ailleurs il progresse à ce niveau-là, là où en début de saison il avait tendance, balle en main, à aller chercher un 3 points parfois, casquette,
sans avoir vraiment trop d'autres idées. Là, de ce côté-là, il a clairement progressé dans la sélection de tir et dans ce qu'il est capable de faire. Donc je mise aussi un petit peu sur l'avenir en essayant d'avoir, un peu comme le disait Hugo tout à l'heure, un joueur qui est capable à la fois d'être une menace extérieure, mais d'aller aussi au cercle et de ressortir, et donc en améliorant un petit peu son playmaking. Il est en train de le faire doucement. Avec les années et l'âge, ça peut le faire aussi. Donc c'est aussi le 5 que je fais. Il a aussi une petite projection quand même sur un moyen terme, on va dire. Et sur le poste 4, Michael Porter Jr., clairement, était Très une intéressant. alternative à John Collins. Ah, évidemment, évidemment. Ah, le scoreur est incroyable, une menace à tous les niveaux. Dans les corners, c'est absolument dingue. Donc, il représente vraiment une alternative intéressante. J'ai pris John Collins pour le côté athlète, le combo athlétique et la possibilité aussi de jouer dans le corner. Il prend 40% de ses 3 points dans le corner. John Collins, si je dis pas de bêtises, j'avais noté cette stat-là. Ouais, c'est ça, il prend 41% de ses shoots. Non, pardon, il est à 41% dans les corners. Donc voilà, on a là un joueur, enfin pour moi l'alternative est tout aussi viable, mais c'est vrai que Porter Junior aurait pu faire le cut. Honnêtement, même si on avait dit dans les consignes qu'on prenait pas trop le côté injury prone, je me suis dit que moi j'allais le prendre en compte, histoire de voilà d'être certain en fait de pas avoir les mêmes joueurs que vous déjà. Voilà, mais c'est vrai que de la même manière que Murray et Porter en fait faisaient une alternative intéressante. Alors ça a de quoi faire rager les fans de Denver, dont tu fais partie, N5, et, Non, pas à ce et dont point fait quand partie même. JRM là, qui est dans le chat. Mais c'est vrai que oui, d'avoir Michael Porter Jr., Jamal Murray et Nikola Jokic ensemble sur un terrain en termes de complémentarité, c'est plus qu'intéressant. Malheureusement, les blessures en décident autrement en ce moment. Voilà, en termes d'alternatives, bon, c'est pas un role player, mais je développerai pas plus parce que Hugo l'a déjà beaucoup fait sur 4. Mais évidemment que derrière Jokic, j'ai quand même étudié certaines possibilités avec Karl Anthony Towns. Voilà un petit peu pour les role players que j'ai envisagé. C'est vrai que j'aurais aimé m'imposer, avec le recul, un peu plus de rigueur sur le usage rate et aller chercher encore moins réputé, on va dire, comme joueur, encore moins renommé. On Là, va, j'ai quand même des joueurs qui sont importants, qui ont une vraie place en termes d'options dans leur offensive, dans leur équipe respective. Donc ça aurait peut-être été d'autant plus intéressant d'aller chercher des joueurs un peu plus obscurs. Pourquoi pas? Ça peut justement, c'est aussi l'intérêt de cet exercice-là, c'est que ça nous permet à nous aussi de se rendre compte, de progresser aussi, d'améliorer déjà le concept, et puis même pour nous, en termes tactiques, d'aller chercher un peu plus de précision. mm, Voilà, c'est vrai que j'aurais pu m'imposer ça. Parce que là, oui, clairement, je me dis Edwards, par exemple, en termes de ballon nécessaire pour qu'il puisse exister aussi, il est quand même dans une période où il a encore besoin beaucoup du ballon. On n'a pas beaucoup vu ce que ça donne off-ball, et avec son jeune âge, il peut quand même sortir assez rapidement d'un match s'il touche pas beaucoup la gonfle. Voilà, c'est un Ouais. peu le bémol que j'apporterai à mon 5. Je trouve intéressant aussi la remarque de Hugo, parce que je me suis fait la même en termes de poseur d'écran. Je compte sur John Collins. Je pense que N5, toi aussi, ouais. sur ce registre-là, pour aller poser un écran, aller jouer le pick and roll, notamment, aller vers le cercle, même s'il aura la capacité à s'écarter aussi. Mais voilà, c'est vrai qu'en termes de poseur d'écran, je me suis un peu fait la même remarque. Je me suis dit qui va les poser en dehors de John Collins. J'ai pas vraiment un joueur fort dans ce registre-là. Mais j'ai gardé aussi John Collins par rapport au rebond, cette agressivité, cette qualité athlétique-là qui lui permettent d'aller chercher du rebond offensif. Jokic est assez capable dans ce domaine-là aussi. Parmi les pivots, il fait pas partie des plus gros rebondeurs, mais clairement, quand j'ai regardé sur le poste de pivot, je me suis penché sur le rebond offensif, les pourcentages de rebond offensif, mais les élites dans ce registre-là sont des joueurs qui en général sont quand même très limités offensivement. Je Ouais. pense à André Drummond, je pense à Rudy Gobert par exemple, alors, qui est moins limité que Drummond offensivement, mais quand même qui pouvait pas faire le cut clairement dans ce 5 majeur-là. Voilà, donc Jokic, il est très plus que correct dans ce registre-là, mais j'ai aussi choisi Collins par rapport à ça, cette capacité à aller arracher du rebond offensif et à donner de la seconde chance. Ça fait aussi partie des skills offensifs que peut proposer un 5 majeur. Voilà un peu pour l'éventail des role-players. Parfait. Avant que moi, peut-être j'intervienne pour moi par rapport à mon roleplayer. Hugo, si tu dois y aller. Ouais, j'ai encore 5 minutes. T'as encore 5 minutes. Bon, tu me dis de toute façon.
Oui, tu me diras et puis on passera. Il y a pas de souci. Alors moi au niveau des role-players, j'ai une hésitation même d'orientation en fait sur tout mon 5, c'est-à-dire je me suis demandé s'il valait pas mieux autour de Jokic, d'avoir de Jokic et Lillard même, d'avoir vraiment à la place de Murray et de Michael Bridges qui sont un petit peu plus polyvalents, que je voulais un petit peu plus polyvalents, notamment pour Murray. Et tu parlais tout à l'heure des écrans, Hugo a raison. Moi, une des grosses raisons pour laquelle j'ai mis Jamal Murray et non pas Darius Garland par exemple, ce qui aurait pu être une hésitation, c'est que off-ball, Murray est un des meilleurs poseurs d'écran de la ligue en termes de guard, hein, parce que bien sûr on va pas le comparer à un intérieur, mais chez les guards c'est un très 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 bon poseur d'écran, et on a beaucoup de construction et de play avec lui et Aaron Gordon notamment sur les ailes, où en fait l'un et l'autre peuvent screener pour l'un pour l'autre, et souvent en fait il y a des jeux de dupes à ce niveau là, de qui screen l'autre et qui va driver, qui va popper à 3 points. Donc ça c'est quelque chose que je voulais reconstruire en fait, tout simplement avec cette équipe et avec Jokic en tête de raquette qui fait le playmaking, avec la menace en plus de Lillard bien évidemment. Michael Bridges, là justement par rapport au rebond offensif, par rapport à la pose d'écran, par rapport à cette dureté, cette physicalité, j'hésitais avec Andrew Wiggins pour ces questions-là. Je pense que aussi le fait d'aller prendre des fautes proche du panier, tous ces indicateurs-là me faisaient plus pencher vers Wiggins. Et puis Wiggins est devenu All-Star, donc du coup j'ai pris Michael Bridges tout simplement. Et John Collins, je vais ajouter un petit élément que, en plus de tout ce que tu as dit déjà, Julien, par rapport à lui, c'est aussi sa capacité, le fait de pouvoir donner une option dans les airs à toute cette équipe qui on n'en a pas tellement, mine de rien, et donc du coup sur le pick and roll ou quoi, de pouvoir avoir des passes lobées assez facilement pour John Collins. Ça, on le connaît avec Trae Young, son duo. Alors toi ça marchera encore plus dans ton 5 en plus, Julien, avec Trae Young qui est encore plus capable de ce genre de passe, et notamment de faire le fake avec son flotteur, de partir sur un flotteur ou une imitation flotteur et de finalement faire la passe en lob pour Collins. Donc moi j'ai des playmakers un petit peu moins bons sur les postes d'arrière dans ce domaine, mais je me dis que c'est quand même une passe des plus faciles, et j'ai jamais vu Jamal ni Lillard en fait avoir cette option, et je me dis que ça peut être quelque chose pour eux, une arme supplémentaire pour eux. Donc je voulais avoir John Collins aussi pour ça, et c'est aussi un intérêt pour ça. Et c'est vrai que dans son range, Collins c'est celui où j'ai pas du tout hésité, dans le sens où c'était l'option qui m'offrait et du tir à 3 points, et avec un pourcentage élite, et du pourcentage très bon sur l'attaque du cercle, qui est très mobile, et donc du coup qui va pouvoir jouer de tous ces écrans, même venant de l'extérieur. Je le vois très bien se démarquer sur un écran de Jamal Murray sans problème, et de pouvoir faire ce fake dont je parlais, avec ce jeu de dupe dont je parlais avec Aaron Gordon et Jamal Murray. Donc il est très capable de slip les écrans, c'est-à-dire de vraiment de faire genre de poser un écran et de finalement tout de suite partir sur le drive. Cette mobilité là elle était importante, et tous ces éléments là en fait, quand je les rentrais en termes de statistiques et de critères en fait pour faire mon cut, il était le seul poste 4 qui prenait assez de rebonds et qui avait assez de taille. Il y avait aucune concurrence, donc pour le coup je voulais aussi souligner ça, parce que je pense que c'est un joueur un petit peu décrié, notamment par rapport à son contrat, et c'est un autre débat, mais c'est vrai que dans un exercice pareil, Collins pour moi il s'est vraiment imposé de très loin, et mes hésitations elles venaient surtout sur Jamal Murray et sur Michael Bridges, en me disant pourquoi pas faire un 5 avec plus de spécialistes à 3 points, Duncan Robinson forcément, mais aussi pourquoi pas Joe Harris, Buddy Hield aussi, j'y ai pensé, Bogdanovic, j'y ai pensé. Je suis parti dans une autre orientation, mais ça aurait pu être très clairement une orientation viable à mon sens, de partir sur des spécialistes, et donc ce genre de joueurs. On a fait un petit peu le tour de nos 5, messieurs. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à tout ça? Pour ma part, j'ai fait à peu près le tour des explications, et je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes aussi à retirer de vos 2-5 ou de ce qu'on a pu voir dans le chat, hormis Val, parce que c'est le premier qu'il a envoyé était tout nul. Mais voilà. Sinon c'est très bien.
C'est vrai qu'on a eu vous le voyez là dans le chat et même à la rediffusion, vous pouvez le voir sur l'écran avec le chat. Il y a eu beaucoup d'itérations de Val, hein, et avec plusieurs commentaires de nos parts jusqu'à trouver le bon compromis. Non, par contre, Val, je préfère largement le dernier. Tiens, ouais, je suis d'accord. Valanciunas, Ça manque de reste, pression à. Voilà, Valanciunas, ça reste un rêve assez particulier, mais pourquoi pas. Il a été, je sais que je suis surpris, mais Valanciunas, on va pouvoir passer à la suite. Justement, je vais peut-être détailler un petit peu ce qu'on a reçu comme proposition et les points d'intérêt qu'on peut soulever par rapport à ça. Valanciunas est assis à, non, même plus, 7 votes, 7 occurrences en tout cas, dans vos 5. Et j'étais surpris de le voir aussi haut. Parmi les roleplayers, c'est un de ceux qui se démarque finalement. Et ça s'est beaucoup fait dans la partie, donc ça reste un des joueurs les plus solides à son poste, qui est pas un All-Star. Donc je pense que si t'es parti dans une direction où t'as cherché sur le backcourt tes options MVP et All-Star, je pense que ça se tient. C'est un bon stop-gap. Ça reste un joueur assez solide et qui t'offre des solutions comme le post-up qui peut tirer un peu à 3 points, mais qui n'est pas un stretch 5 comme les autres options dont on discutait. Donc, moi, je comprends qu'il était assez choisi. C'est pas la direction dans laquelle je serais parti, mais c'est assez logique. Et moi, avant de vous laisser, parce que je dois filer. Vas-y. Fais ton mot de la fin. Si je devais répondre à la question de Val, quel coach pour vos 5 matchs? Ah, intéressant. Moi, pour le mien, ce serait Erik Spoelstra. Tout simplement parce que j'ai essayé de choisir un poste un 5 sans poste forcément défini. J'ai vu ce que Spo avait fait avec les LeBron James et je pense qu'avec moi j'ai envie de voir Spo spammer en fait des dribble and off entre Duncan Robinson et Karl Anthony Towns pour voir ce que ça donne. Et j'ai envie de voir un orgasme de basket où tout le monde peut passer la balle et où tu as juste Anthony Edwards qui te pète des câbles et qui va te mettre des tomards quand il en a marre de voir la balle circuler un peu trop. Donc c'est ce type de 5 que j'aimerais voir Erik Spoelstra coacher un All-Star Game un jour. Alors que je remets un petit peu ton 5, histoire que les gens se fassent leur idée avec ce coaching d'Erik Spoelstra, un très bon ajout de Val, ce choix de coach. Alors que j'ai vu dans le chat que Julien, tu avais déjà répondu, mais déjà, est-ce que peut-être on va te dire au revoir, Hugo? Merci beaucoup d'avoir participé. Merci à vous. Hein. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais merci beaucoup pour cet exercice, c'était très cool. Merci à toi et merci à Julien, c'était merci à toi. Hyper cool comme exercice, j'ai beaucoup aimé vos 5 et un peu voir quel a été votre processus de réflexion derrière. Et je vois que même si on atterrit sur des résultats différents, je pense qu'on voit le basket un peu de la même façon, et ça pourrait être intéressant de refaire le même exercice sur le même thème en rajoutant quelques contraintes, notamment celle de l'usage. De l'usage pourcentage, j'en ai parlé. Et je pense que si je devais le refaire, je mettrais des joueurs, peut-être. Il y a un joueur que j'ai pas mis, mais pareil, un PJ Tucker, je penserais beaucoup plus à le mettre pour toutes les intangibles du coup qu'il apporte, que ça soit au rebond et surtout tous les types d'écrans qu'il peut poser, que j'ai la joie de pouvoir découvrir à Miami et de voir une autre dimension qu'on a peut-être un peu moins discuté, sauf sur la fin. Et comme le disait Julien, tu m'offres une belle transition. On va s'affiner avec le temps et les émissions, mais c'est vrai que ce qui est intéressant de ce qu'on va faire petit à petit, et ce qui est intéressant de voir, c'est peut-être aussi par rapport à vos 5, à vous, les internautes que vous pourrez proposer à chaque fois, de voir en fait justement c'est peut-être des biais qui arrivent. On va en parler tout de suite pour les 30 dernières minutes d'émission. Et de voir que justement si on devait être un petit peu plus réaliste encore, et comme tu le disais, voilà, le manque peut-être de joueurs pouvant poser de bons écrans, ça peut être vraiment au détriment en fait de ces offenses là, et donc de se dire que c'est peut-être des joueurs moins flashy mais qui sont potentiellement essentiels ou plus importants que ce qui n'y paraît, et de se dire qu'on peut aller plus vers ça et du coup soulever des sujets en fait qui sont pas forcément soulevés et qui pourtant pourraient l'être, et donc du coup c'est plutôt intéressant ta conclusion. C'est ça, et c'est par exemple quand tu regardes Golden State, si tu as déjà Curry et Klay Thompson, est-ce que tu as besoin de rajouter un Duncan Robinson ou un 4, tu vois, c'est peut-être pas
peut-être qu'on s'est focus sur le All Offensive Five, et je pense que ce qu'on a peut-être été un peu tous coupables de faire, c'est de prendre forcément des joueurs exceptionnels offensifs dans des aspects du scoring. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pris Garland. Je pense que vraiment c'est pour ça que j'ai pris Garland, parce que je voyais ce qu'il pouvait faire à mi-distance, qui n'était pas dégueulasse à 3 points en dehors des corners, et qu'au final il y a peut-être d'autres types de profils, surtout avec la contrainte de l'usage percentage, de se dire voilà, j'ai besoin d'un 5 quand même qui fonctionne, et prendre en compte le fait que certains joueurs, comme disait Julien, comme Anthony Edwards qui est jeune, pourrait s'affaiblir avec moins de touches de balle. Du coup, ce serait pas l'option majeure, et que du coup je construirais ça d'une manière un peu différente, même si sur le papier certains joueurs sont un peu moins bandants en termes d'adresse ou de points par match. L'occasion sûrement de parler un petit peu des résultats de tous les 5 que vous avez pu nous envoyer. Vous allez voir qu'il y a des choses on l'a déjà un petit peu évoqué tout au long de l'émission, bien sûr, alors que je vais pouvoir même remettre un petit peu l'ILU, la première ILU, voilà, pour avoir le magnifique ILU et le titre. On vous a posé la question sur Twitter, vous avez été nombreux à nous répondre. Encore merci à tous pour tous les 5 majeurs que vous nous avez proposés dans cette contrainte-là. Alors, effectivement, les contraintes ont un petit peu fait rager bon nombre de gens qui ne les ont pas vus, ou qui sont tout de suite engouffrés dans le Offensive Five pour mettre tous les All-Stars possibles et imaginables, tous les MVP possibles. Il y a eu quelques mésententes, mais ça va venir, et on le comprend. Même moi, je me suis fait un petit peu piéger parfois. Néanmoins, si on peut faire un bilan de cette quarantaine de 5, avec, comme tu le disais tout à l'heure très bien Julien, en pondérant un petit peu, dans le sens où notre échantillon n'est bien évidemment pas représentatif et pas assez grand pour en tirer des conclusions. Néanmoins, je trouve qu'il y a un intérêt à voir certaines choses. Alors, pour revenir à un bilan comptable, et même si vous l'avez deviné dans l'émission, en termes de MVP, Jokic et KD sont loin devant, avec 15 et 11 occurrences, 15 pour Jokic, 11 pour KD. Curry, Giannis, LeBron sont donc coude à coude entre 2 et 3 occurrences, et puis Russell Westbrook et James Harden n'ont aucune occurrence, pas de pic de James Harden ni de Russell Westbrook. On s'est déjà un petit peu penché dans l'émission là-dessus, donc on va pas forcément y revenir. En termes de All-Star, Embiid est largement devant, avec 10 occurrences, et parmi les All-Stars, celui qui vient juste après, c'est Luka Doncic avec 8 occurrences, et Trae Young ensuite avec 6 occurrences. Donc vraiment 2 tiers majeurs, comme on le citait tout à l'heure. Peut-être on n'a pas beaucoup parlé d'Embiid, on peut peut-être revenir sur Embiid. On se disait en off que c'était peut-être le All-Star le plus potentiel MVP, avec un niveau peut-être le plus proche du MVP. Clairement, ouais. Donc effectivement, on peut s'imaginer que ça joue énormément. Est-ce que si tu... Bon, je te mets un petit peu, j'avoue que c'est un petit peu freestyle, donc j'espère que tu m'en voudras pas trop, mais je me dis, par rapport à Embiid, si tu devais construire autour, qu'est-ce que tu imaginerais potentiellement rapidement, sans forcément donner des noms, mais au moins dans l'idée, dans le style de jeu, qu'est-ce que tu pourrais imaginer, parce que c'est quand même quelqu'un qui prend beaucoup de place sur le terrain. C'est ça, c'est une construction qui, je pense, sera assez différente, même si tu vas retrouver, par mon avis, quand même une quantité de shooters aussi pour lui laisser de la place, justement, pour attirer un petit peu le monde en dehors de la raquette, et lui permettre, au moins sur le poste 4, de lui permettre d'aller enfoncer tout ça. C'est un profil différent, clairement, de Jokic ou de Kat, mais un profil qui offensivement est très très fort. Je l'ai réfléchi un petit peu aussi. Ça m'étonne pas qu'il ressorte beaucoup, parce que déjà il fait une grosse saison, donc pareil, je pense qu'il y a un petit biais de récence, et puis parce que c'est justifié de penser à lui sur une possibilité de faire des cartons offensifs. Voilà, il a un profil beaucoup plus pression sur le cercle que shooting, là où on va retrouver Kat et Jokic notamment, capables de s'écarter énormément, pour l'un de distribuer, pour l'autre de shooter à un niveau incroyable. Là on est quand même sur beaucoup plus de présence au poste, sous le cercle,
qui est également hyper importante, qu'on va peut-être avoir aussi moins de notre côté. On le voit. Après, sur le tien comme sur le mien, on a quand même Jokic qui est capable complètement de jouer au poste Ouais. et de martyriser son vis-à-vis techniquement. C'est aussi pour ça que, par exemple, Jokic chez moi a fait le cut par rapport à Embiid, ou que Kat aurait peut-être pu le faire là où. Alors après, Embiid va être plus capable d'enfoncer vraiment, d'y aller en force. Et puis il a des fondamentaux qui sont extrêmement bon quoi, mais c'est vrai que j'ai quand même privilégié aussi Jokic par rapport à cette capacité-là à scorer au poste aussi, à shooter dans des conditions improbables, même contestées. Voilà, c'est pour ça qu'il a fait le cut, mais Embiid ça se défend tout à fait. Tu lui laisses de la place dans la raquette, tu crées le mismatch aussi potentiellement. Si tu as un meneur ou un extérieur qui est capable sur du pick and roll peut-être d'aller créer le mismatch et de permettre à Embiid de se retrouver face à un défenseur plus petit que lui au poste bas, c'est terminé concrètement. Euh, voilà, donc c'est un profil qui est quand même différent. La construction nécessite un peu des ajustements, même si je pense que globalement, tu vas retrouver quand même des ingrédients communs, à savoir notamment la capacité, enfin le spacing qui va être primordial, quoi. Ouais, j'aurais ajouté peut-être à tout ce que tu as dit, je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit, j'ajouterais peut-être un playmaking suffisant pour pouvoir le trouver. Ça a été quelque chose à Philly qui a beaucoup manqué. En tout cas, il y a eu beaucoup de critiques à ce niveau-là par rapport à l'équilibre même de l'équipe, de pouvoir lui faire l'entry pass régulièrement. Et donc, du coup, peut-être un profil à la Darius Garland, Jamal Murray qui pourrait potentiellement plus jouer off-ball, même si Darius Garland explose en ce moment en prenant toutes les responsabilités offensives de son équipe. Peut-être au détriment de sa forme, hein, je le trouve un peu cramé en ce moment, mais je pense que c'est un joueur qui pourrait jouer un petit peu off-ball, j'imagine. Enfin, je sais pas si tu me valides aussi ce besoin-là potentiel. Que Embiid ou que l'extérieur qui l'accompagne, son sidekick, puisse jouer off-ball. Non, en plus son sidekick qui soit capable en Ouais, playmaking de clairement. manière suffisante, mais qu'effectivement ensuite il puisse lui lâcher le ballon et ensuite aller aider, se positionner. On parlait de la capacité de Jamal Murray pour un guard à faire des écrans. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant pour créer du jeu quand Embiid a la balle au poste, peut-être à l'opposé du ballon. Peut-être penser les choses dans Ouais, dans ce clairement. sens-là. En tout cas, c'est un peu l'idée qui me vient. C'est vrai que j'avais lu un article sur le fait que Embiid n'avait pas forcément été avantagé. Par exemple, quand on faisait la comparaison avec Jokic, c'était au moment de la bulle, il y avait cette idée de Jokic, Jamal Murray, et c'est vrai que le two-man game avec Jamal est vraiment intéressant entre les deux. Alors après, Embiid n'a pas la capacité de playmaking pour potentiellement autant prendre, C'est ça. prendre le parti de ce jeu off-ball à côté de lui. Néanmoins, il y a quand même bien souvent des fois où il doit aller chercher lui-même ses points, et en fait, tu peux très facilement vite le doubler, et donc du coup avoir un guard qui gérerait un peu mieux en termes de playmaking que tout ce qu'ils ont eu jusqu'à maintenant. Ça pourrait être un atout, à mon sens, dans cette Bah, configuration. ouais, clairement, c'est peut-être pour ça que Lillard fait pas mal rêver les fans des Sixers, parce que par rapport à Jamal Murray, tu vas avoir peut-être un peu plus de playmaking, mais tu vas avoir aussi cette capacité à peut-être scorer tout seul un peu plus, quoi, que Jamal Murray a montré qu'il pouvait être excellent dans le registre. Donc peut-être qu'il aura un peu moins de jeu off-ball de Murray, mais un peu plus la capacité à aller créer son shoot dans toutes les situations. Donc ça peut être aussi un profil que t'as dans ton 5 d'ailleurs, qui pourrait assez bien coller peut-être à Embiid. Ouais. On va peut-être finir sur une dernière question, celle qui vraiment, moi en tout cas, me sautait aux yeux, et ce sera déjà le premier débat entre nous, peut-être, en tout cas, voir si tu avais la même impression que moi à ce niveau-là. Par rapport au role player, il y a vraiment un plébiscite, c'est le plébiscite d'Anthony Edwards, oui, pardon. J'ai fourché, puisqu'il apparaît à près de 14 occurrences. C'est assez énorme quand même, Ouais. sur une quarantaine de 5 majeurs. Et il apparaît dans les deux vôtres, et toi et le tien, Julien, et celui aussi d'Hugo qui était jusque-là avec nous. On a vraiment lui, il est tout seul dans son tiers à lui, en tête devant tout le monde très largement. Viennent ensuite Duncan Robinson et Michael Porter Jr. J'étais assez surpris de voir MPJ là, vu ses blessures et ses mésaventures. Mais c'est vrai qu'en termes de talent, c'est quand même assez énorme, donc du coup, il rentre dans cette catégorie-là. Et ensuite seulement venait
voilà, tous les autres role-players avec des mentions pour McCollum, LaMelo Ball, Miles Bridges, Valanciunas, Garland, qui font un petit peu plus le cut que les autres. Ils sont un petit peu devant les autres. Mais voilà pour la répartition en gros. Moi, par rapport à Anthony Edwards, et c'est plus généralement une observation que je pouvais faire, et tu vas me dire si tu l'avais pu la faire aussi. On parlait tout à l'heure de l'usage, on en vient vraiment à ce sujet-là pour conclure. C'est un joueur qui porte beaucoup le ballon, qui, comme tu le disais tout à l'heure, pour se mettre en rythme, a besoin de beaucoup porter le ballon. Malgré tout, qui a un talent indéniable, et je pense que ce plébiscite-là montre bien à quel point en fait on le voit déjà comme un gros scoreur, un très gros scoreur capable aux 3 niveaux de jouer parfaitement, enfin en tout cas de rapporter des paniers, ce profil de bucket getter comme disait tout à l'heure Hugo. Est-ce que on privilégie pas, est-ce qu'il n'y a pas un biais dans cet exercice où on privilégie pas le talent à défaut de privilégier le fit, à défaut de privilégier des joueurs qui sont peut-être moins flashy, mais qui apporteraient peut-être plus d'équilibre ou un intérêt plus spécifique. On parlait de la pose d'écran tout à l'heure, c'est des choses qu'on pense pas du tout au premier abord et qui pourtant, dans un équilibre offensif, peuvent avoir de la potence. Est-ce que tu fais ce même bilan ? Moi, j'ai vraiment cette impression-là de privilégier le fit et parfois peut-être malgré que d'autres choses pourraient apporter beaucoup plus en termes d'équilibre et d'autres joueurs peut-être moins cotés pourraient apporter plus d'équilibre. Complètement. En fait, je pense que c'est du coup ça renforce, c'est un intérêt pédagogique qu'on n'avait pas vu au premier abord sur l'exercice qu'on s'est proposé. Initialement, tu m'arrêtes si je me trompe, mais on avait pensé cet exercice-là dans un intérêt un peu tactique justement, de complémentarité en termes de capacité, de compétences, le shooting, la capacité à aller au cercle, le playmaking, etc. Mais on a pris des grandes compétences, des grandes lignes offensives et les talents évidents. Donc en effet, je suis complètement d'accord, on a privilégié le talent plutôt que le réalisme, c'est vrai. Et du coup, je pense que ça a un intérêt pédagogique du coup pour nous, avec le recul, et après avoir fait l'exercice, et pour les personnes, alors soit pour les personnes qui nous écoutent et qui se sont prêtées au jeu ou qui l'ont pas encore fait, mais en tout cas, c'est une piste de réflexion, et ça rejoint le fait que empiler les talents n'aura pas forcément plus de résultats qu'empiler les joueurs qui fit le mieux ensemble. Donc clairement, je pense que si moi je devais refaire l'exercice déjà là tout de suite, je changerais de point de vue et je changerais d'approche, notamment sur le usage rate. Donc ça peut être intéressant de le refaire avec cette limitation-là, comme le disait Hugo tout à l'heure. Donc déjà, je trouve une pertinence et un apprentissage à ce niveau-là, donc je te rejoins parfaitement sur la question. Je regardais Anthony Edwards, on est à 27% de usage rate, c'est beaucoup, et c'est beaucoup trop en réalité pour être imbriqué dans un 5 où il y a déjà, par exemple pour moi, Trae Young et Nikola Jokic. Après, ça peut être une question, c'est-à-dire que ce sont des statistiques et des critères qui sont figés dans le temps, c'est-à-dire après c'est des paris, est-ce que ce sont des joueurs, il faut le faire au cas par cas, c'est-à-dire que Anthony Edwards 27% d'usage, est-ce qu'il est capable d'être tout aussi efficace, tout aussi bon en baissant son usage ? C'est une question qui se pose individuellement, c'est-à-dire que moi je pense que par exemple c'est moins vrai pour l'instant pour quelqu'un comme Anthony Edwards que dans mon 5 par exemple Damian Lillard. Tout à fait. Moi, je pense que le facteur jeunesse y est aussi pour quelque chose. Le facteur un petit peu aussi confiance en soi, même si Lillard est un joueur extrêmement confiant. Edwards, il est dans une phase aussi où il doit prouver, qu'il a sa place dans une ligue de joueurs affirmés et de superstars. Donc bon, il a aussi cette volonté-là de prendre beaucoup de tirs et de s'affirmer comme un leader. Il y a aussi, je te coupe, une notion d'occurrence, c'est-à-dire est-ce qu'on a déjà vu les joueurs dans une autre situation, est-ce que dans cette situation ça a été possible ou non, qui peuvent donner des renseignements sur, par exemple moi je pense à Trae Young, c'est vrai que depuis son arrivée dans la ligue en fait c'est un joueur qui a toujours été très hélicentré, qui a toujours porté le ballon, qui a toujours vampirisé le jeu, et a raison, Atlanta est une des meilleures offenses de la ligue,
Donc c'est pas pour Après, rien. justement, est-ce que justement, alors c'est pas ils ont des profils différents, hein, Jamal Murray, mais on en a pas mal parlé de Jamal Murray et Trae Young. On les a mis plus ou moins en opposition. Est-ce que si tu mets Jamal Murray à Atlanta dans la même situation que Trae Young et tu mets Trae Young à Denver à côté de Jokic, évidemment, je dis pas que l'un va se transformer en l'autre et inversement, mais peut-être que les profils se rapprocheraient légèrement, en tout cas, qu'on en aurait moins d'opposition entre ces deux joueurs-là parce que justement le contexte autour d'eux et l'équipe et notamment un très fort joueur présent ou non dans le cas Ouais. de Trae Young qui n'a pas Jokic avec lui peut influer aussi la manière dont tu fais évoluer ton jeu au fil des années. Surtout que quand tu es avec côté d'un mec comme Jokic qui est quand même plus fort que ces deux joueurs-là, c'est forcément lui qui va plus influencer le développement de son lieutenant que l'inverse, à mon avis. Donc clairement le contexte des joueurs qu'on a pris est essentiel et peut-être qu'ils auraient pu prendre une direction différente. Ce qui fait aussi d'ailleurs on peut se dire, on peut aussi prendre le pari. Ce que tu fais par exemple sur Lillard, il y a Mm. une base qui est existante, mais tu peux te permettre de faire ce pari-là parce que on n'a pas vu Lillard dans un autre contexte. Donc on peut se permettre de supposer, c'est aussi ça le jeu, la liberté qu'on peut prendre, quoi. Complètement, complètement. Donc c'est quelque chose, c'est vrai qu'il faut regarder un petit peu au cas par cas. Je pense qu'il doit être étudié au cas par cas de toute façon. Et après, il y a cette notion de pari, c'est-à-dire qu'effectivement, ça peut être un pari. Après, ça peut être du coup aussi une critique et un risque. Et je pense que voilà, Anthony Edwards cristallise un petit peu ça parce que c'est vrai il est tellement plébiscité par tout le monde. Je pense parce que voilà, il y a ce côté bucket getter et vraiment cet aspect où Il peut aussi, hein. il est très bon et on peut se dire que voilà, c'est peut-être un futur All-Star en puissance et il peut avoir le poids, il peut assumer le poids offensif d'un All-Star potentiellement. Donc du coup, forcément, il y avait ce jeu aussi par rapport, je pense qu'un autre biais d'avoir des contraintes, c'est ce jeu de vouloir surpasser les contraintes, c'est-à-dire, il y a effectivement, j'ai que deux All-Stars, mais je vais prendre les joueurs qui Les sont limite borderline, ouais. All-Star parce que je veux avoir cette étiquette-là ou ce niveau d'initiation offensive là, et c'est vrai que du coup ça se fait un petit peu contre la complémentarité. Ça, c'est un biais aussi un petit peu plus prosaïque mais qui doit être bien présent. Est-ce que tu vois d'autres choses potentiellement qu'on aurait loupé dans ces biais là, et s'il y a d'autres choses que toi par rapport à ton 5, par rapport à si tu devais le refaire, est-ce que tu le ferais différemment? Tu as déjà un petit peu répondu à cette question, mais en plus, est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait oubliées à ton sens? Non, vraiment, vraiment, pour moi, c'est l'apprentissage le plus pertinent, c'est celui-là. C'est vraiment celui-là, c'est ce que tu disais exactement. C'est le talent. Alors même si on a travaillé sur le fit, clairement, on l'a démontré tout le long du live, mais on a quand même, in fine, privilégié le talent. Enfin, en tout cas, on a cherché le talent le plus possible. On a cherché à maximiser le talent. Et du coup, le fit, je pense, on pensait avoir cherché à le maximiser, et non. A priori, on a quand même plutôt cherché le talent et à faire fitter le talent optimisé. Mais alors qu'en fait, peut-être que le point de vue, c'est de partir plutôt sur le fit avant tout. Donc pour moi, non, c'est la seule. Je vois pas d'autres biais. Peut-être que les personnes qui nous ont écoutés en voient d'autres, ça serait intéressant. Mais en tout cas, personnellement, j'en vois pas d'autres. Mais celui-là est très important, ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Bon, alors je ferai ma langue. Je me dis, c'est vrai que c'est quelque chose. En fait, moi, je m'étais dit que j'orientais quand même plus pour le fit à la base. Euh, Mais c'est vrai qu'il y a quand même mon 5 aussi comporte son lot de risques, notamment le fait, moi je trouvais très intéressant l'aspect qu'on soulevait tout à l'heure, l'aspect écran, pose d'écran, les travails un petit peu physiques, le rebond aussi. Alors bon, avec John Collins, ça peut se faire, il est capable d'aller chercher des rebonds, notamment de par sa taille, mais par exemple c'est un profil plus longiligne et qui aurait peut-être du mal physiquement par rapport au rebond, au box-out par exemple, ou ce genre de choses où il peut quand même être surpassé. Donc c'est quand même un profil, si on l'aligne avec des joueurs moins physiques, ça peut poser problème sur cet aspect-là. Donc c'est Après, des petits toi, détails. t'as quand même la caution Michael Bridges Voilà, je t'avoue qui que vient c'est vraiment pondérer. C'est bien. Ouais, je pense que c'est quand même très cohérent, quoi. ça et D'être puis allé, je pense que là, la pose d'écran, j'avais vraiment pensé à Jamal Murray. C'est vraiment ça qui fait le cut pour lui en fait.
parce qu'il est très capable. Ouais, clairement, t'as niveau-là. ça quand même cet effort-là, donc c'est quand même intéressant. Ouais. Ceci étant dit, c'est effectivement des améliorations à avoir pour les prochaines fois. Et on se retrouve dans 15 jours donc, et je peux l'annoncer, ce sera le All Defensive 5 cette fois-ci. Donc on change totalement de paradigme, cette fois-ci l'attaque ne compte pas, on gagne nos matchs au nombre de paniers, au nombre de possessions arrêtées. Au nombre de stops créés. Donc ça va être très intéressant de faire l'excès inverse. Et c'est drôle parce que je trouve que autant le All Offensive 5 peut aller un petit peu plus naturellement, autant le All Defensive 5 va être un petit peu particulier puisque il y a des grandes notions de jeu comme le playmaking qui sont du coup potentiellement à voir au rabais. Je pense qu'on va quand même réfléchir aux contraintes pour pas aligner que des monstres physiques et donc de vouloir peut-être garder les postes, c'est-à-dire qu'on est moins positionless peut-être. En tout cas, on va réfléchir à ces contraintes-là. Je sais pas si tu as la même réflexion, je viens de me la faire en fait. Je sais pas ce que tu as avec toi. Clairement, en termes de contraintes, c'est assez dur d'imaginer ce qu'on doit s'imposer. Mais il va falloir clairement le faire parce que sinon tu peux faire un truc qui va être presque trop évident peut-être. Donc peut-être que ça passera par le All NBA Defensive Team, peut-être que ça passera par une rigueur absolue sur les postes, sur les tailles peut-être aussi, s'imposer des tailles. Enfin, je dis vraiment, ça me vient complètement au hasard, mais ça va être intéressant. On va réfléchir à tout ça. TV Shady qui était là dans le chat sur la fin, notre fan d'Enix préféré bien sûr, qui demandait si il y aurait un live sur la sublime situation de ces Knicks de prévu. Rien de prévu pour l'instant, mais on reprend les lives petit à petit et bien sûr on se garde la possibilité de faire ça. Donc n'hésitez pas à tous à venir follow notre chaîne sur Twitch, QI Basket, comme le site, comme notre Twitter. N'hésitez pas à aller suivre tout ça là-bas. Moi je te dirais merci beaucoup Julien pour cette première, j'espère que ça t'a plu. Carrément, au plaisir. Alors, malheureusement pour le defensive team, malheureusement et heureusement, je serai normalement pas là. Si je suis pas là, c'est que je suis quelque part à l'autre bout du monde en vacances. On peut pas te le, on pourra pas te le reprocher. Voilà, je vous écouterai de loin, mais en tout cas, non, un plaisir de participer à cette première. Merci à toi pour le conducteur et pour avoir animé tout ça. Merci à ceux qui nous ont suivis également ou qui nous écouteront éventuellement en replay. Voilà, c'est ce que j'allais dire, parfait, magnifique transition. On vous invite bien sûr à suivre notre chaîne YouTube et à revoir cette émission en replay. Auquel cas, laissez des coms sous la vidéo, donnez-nous votre 5, on le commentera et on débattra là-dessous avec plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui nous auraient suivis, que ce soit en live ou sur YouTube en rediffusion. Et nous, on va s'arrêter là tout simplement et on vous dit à plus tout le monde, ciao. Bye.